Salut à tous, salut à toutes, salut les geeks, salut les geekettes, vous êtes bien dans Supplément Geek, épisode hors série aujourd'hui, parce que oui, on en a fini avec 2021, mais pas tout à fait. On va se faire les tops de l'année, en comics, en manga et en ciné bien évidemment. Et comme c'est une émission un peu spéciale, je me suis dit qu'autant être bien accompagné. Et donc aujourd'hui, avec nous, le retour de celui qui partage des baba ganouches avec Baba Yaga, et qui séduit les clowns criminels avec son tour de taille à en faire pâlir une chauve-souris albinos, Carly Quinn, mesdames, messieurs. Comment il va, mon Carl? Hello tout le monde, il va super bien, et comment ça va, Giggs? Eh ben écoute, ça va super, je suis super content de te retrouver ici. Et de même. Deuxième fois dans le podcast. J'espère pas la dernière. J'invite jamais personne, à part toi, finalement. Ça me touche. Bon, et le Hughes, mais il habite loin. Ah bah. Et il est relou. Mais on pense à lui. On pense à lui, très fort, on l'aime, il a une belle barbe. Alors, toi t'as pas mal rattrapé cette année, donc c'est plutôt des lectures de 2021 plutôt que des sorties de 2021. Finalement, dans l'émission classique, on fait généralement une partie avec des œuvres du passé dans les temps anciens. Bah là, ça va venir compléter tout ça et faire office de temps anciens finalement, c'est comme ça qu'on va jouer le truc. Donc est-ce que t'es prêt? Est-ce qu'on va commencer? Rock and Chaud. roll. On commence avec les comics, mon lapin, on commence Allez, fort. allez. J'espère que là t'as dit des trucs cool. Tu sors ou je te somme et voilà prendre une décision. Alors j'ai eu pas mal de lectures cette année, enfin l'année dernière, en 2021. 2021. Et je dois dire que dans mon top 3, je me suis refait des runs. Ouais, donc notamment Captain America de Ed Brubaker. Qui était génial, enfin qui est toujours génialissime. C'est une œuvre intemporelle, bien au-delà de l'adaptation dans le MCU. C'est vraiment un run qui est incroyable. Quelque chose que je recommande à tout lecteur de comics, absolument. Il faut absolument lire Captain America. Et du coup, toi, tu les lis en VO? Ouais. Donc là, t'as pas l'édition française? Malheureusement. L'édition française, alors si c'est bien celle à laquelle je pense, donc à la base c'est de 2005. C'est ça. C'est ça. Ça a été écrit sur 7 ans. Tout à fait. Brubaker. Et donc du coup, en 2015, nous on a eu les Deluxe, il me semble. C'est ça, on a eu dû avoir les Deluxe même encore avant, donc c'est 8 tomes en Deluxe, et c'est 4 tomes en Marvel Icons, donc c'est vraiment des gros pavés. Je pense qu'il y a quand même des choses qui sont un peu inégales dans le récit, puisque sur 7 ans, forcément, quand tu travailles et que tu dois sortir un épisode par mois, tout doit être pas au même niveau, j'imagine. Exactement, après on est passé aussi par des grands événements comme Civil War et tout ça. C'est ça, en plein milieu finalement, exactement. il y a eu avant et après Civil War, tout à fait. Dans tout le run, parce que là c'est pas un tome, c'était vraiment, on parle d'un run entier quoi. Tout à fait. Et Civil War a vraiment influencé la continuité. Attends, je veux juste te demander, est-ce que tu peux juste me redire Civil War? Civil War. Oh putain, je suis jaloux de cet accent, sache-le. Allez, si vous cherchez des cours d'anglais, n'hésitez pas. Aïe aïe aïe. Et donc du coup, ouais, là, déjà, faut commencer par dire, dans ce run-là, on découvre pour la première fois, je pense, tu m'arrêtes si je me trompe, on découvre Bucky. On l'avait jamais vu avant Bucky. Bien sûr que si. Donc le soldat de l'hiver, on le connaissait déjà avant. Enfin, on savait que Captain America avait un partenaire pendant la Deuxième Guerre mondiale qui s'appelait Bucky Barnes. Ok. Et qui était mort, du coup. C'est ça, mais là, le soldat de l'hiver... Présumé mort. Là, on le découvre vivant. En tant que soldat d'hiver. Et ce qui est assez intéressant, c'est que plus ou moins à la même période, on avait Jason Todd qui revenait à la vie en tant que Red Hood chez DC. Donc, chez la concurrence. Tout à fait. Et ce qui est marrant, c'est que quand Bucky a été créé, il avait été créé à peu près à l'image de Robin chez Batman. Ok. Donc, moi, je t'avoue que Captain America, à la base, c'est pas mon délire. Je peux comprendre. Maintenant, en me renseignant, en préparant l'émission, si tu veux, j'ai vu, mais le nombre de gens qui disent, mais même si vous n'aimez pas Captain America, c'est une lecture absolument à avoir parce que c'est hyper bien écrit par Brubaker. Il y a une flopée d'artistes avec lui. Du coup, il est vraiment pas tout seul en termes de dessin et même de scénariste. Il est pas tout seul. Il y a 2-3 personnes avec lui. Et donc du coup, effectivement, ça m'a donné envie. C'est rare parce que Captain America, rien que le nom, il m'énerve. C'est vrai. Je peux comprendre, surtout compte tenu du monde dans lequel on vit aujourd'hui, qui est beaucoup plus internationalisé qu'à l'époque. On va pas se mentir. Dans les années 50, 60, 70, 80, la majorité des lecteurs de comics étaient américains. Aujourd'hui, je ne sais plus si c'est encore le cas. Ça s'est vraiment démocratisé. C'est toujours là-bas où il y a le plus de lecteurs. À mon avis, ce sera toujours le cas, puisque de toute façon, c'est un de chez eux. Tout à fait. Ils ont quand même le truc Captain America. C'est pas non plus Captain French, quoi. Donc forcément, je pense que ça leur parle beaucoup. Ouais, après, il y avait Captain... c'était quoi, Captain UK? Ouais, Captain Britain, ouais. Captain Britain, c'est ça? Captain Britain.
Il faut le prononcer à Ah là l'anglaise. là. Et ouais, il y a quand même 2-3 super-héros qui viennent d'ailleurs, mais la plupart sont quand même américains. Oui, après c'est le contexte. C'est le contexte, évidemment. Effectivement, je pense que partout, ça se démocratise. Beaucoup en France. Enfin, on peut en reparler après, parce qu'il y a les mangas aussi qui se Tout à démocratisent fait. beaucoup, Oui. et je pense que les deux se servent l'un l'autre. Ça, c'est une autre discussion, mais... Et bref, en tout cas, de quoi ça parle, du coup, tout ce run-là? Qu'est-ce qui t'a plu dans ce run de Ce qui m'a Captain America? Ce qui m'a plu vraiment, outre le fait que voilà, le soldat d'hiver est un personnage absolument remarquable, qui est super bien écrit. Je sais pas, j'ai vraiment trouvé le personnage d'un charisme absolument incroyable. Dans le film? Dans le film, il était pas mal. Soyons honnêtes. Moi, je l'aime bien dans le film. Le soldat d'hiver, le film de Winter Soldier est vraiment Je pense que très, c'est très le bon. meilleur film de Captain America. De très loin. Ouais, d'accord. Et il y a tout cet aspect un peu Deuxième Guerre mondiale / guerre froide qui revient et tout. Et je sais que c'était, pour moi, du moins quand j'avais lu ces comics que j'avais achetés à l'époque en issues. Avant de me relire tout le run cette année, c'était une période où je commençais beaucoup à m'intéresser à l'histoire. Donc c'est venu à peu près en même parallèle, temps, ouais. en parallèle. Et même le développement des personnages, on sort de la caricature du Captain America qui est juste un espèce de porte-drapeau, voilà, un peu cliché du Ah, soft c'est power exactement pour américain. ça que je l'aime pas à la base. Mais hein. c'est parce que malheureusement c'est un peu l'image qu'on en tire quand on voit Captain America. Mais Ouais, en fait, tu sais quoi, je vais te dire, pour moi, alors il l'a pas dans le nom, mais c'est comme ça que je le vois chez la concurrence. Mm. Pour moi, c'est un peu le Superman de Marvel, quoi. C'est-à-dire que bon, il a pas les mêmes pouvoirs, tout ça, on est d'accord. Mais dans la façon dont il représente l'Amérique. bah oui, je peux comprendre. Mais encore une fois, le run de Ed Brubaker Ouais, apparemment, rompt ça change. complètement Ouais. avec ça. Ok. On voit un Captain America avec des faiblesses, on voit un Captain America aussi qui s'oppose au gouvernement américain, ce qui est assez cocasse. Oui, c'est nouveau, j'imagine, en tout cas Et pour oui, l'époque. absolument. Et puis voilà, Civil War vient de là aussi, donc tout ce qui est, oui, est-ce qu'on est avec la régulation des super-héros ou pas? Je sais pas, j'ai vraiment trouvé quelque chose dans ce run qui m'a parlé. Et au niveau des dessins, Génialissime, ouais, génialissime. c'était bien. Sur l'ensemble des tomes. C'est vrai. Tout Mais à fait. j'ai vu en tout cas vraiment, il est très bien noté. Hein. Je pense que c'est le run le mieux noté de Captain America, mais de Très loin. loin. Et je pense que Brubaker, de toute façon, rien à prouver. Il a bossé 7 ans dessus. Je pense qu'on n'a pas une longévité comme celle-ci si ça fonctionne pas. Exactement. Il se sera arrêté au bout d'un an si ça avait été pourri, quoi. Exactement. Et puis on connaît ses travaux sur Catwoman aussi, Ouais. qui étaient Qui sont magnifiques aussi, qu'on absolument. apprécie beaucoup, moi tout particulièrement. Mais ouais, effectivement, Brubaker, ça va. On sait qu'on peut lui faire confiance. Bon, maintenant, faut accrocher avec Captain America. Mais effectivement, même si on n'aime pas le personnage, il paraît qu'on peut y aller quand même. Et tu confirmes. Yes. Super. Donc ça, c'est ta première lecture de 2021 Ouais, que tu conseilles pour les gens. exactement. Alors moi, je vais te donner une des miennes, du coup. Ouais. Donc moi, c'est Infidèle D'accord. de Pornsak Pitch and Shot. Alors, le nom, il est très compliqué. Donc c'est le tout premier que tu as. Oui, parce que pour les auditeurs qui savent pas, j'ai préparé pour que tu puisses voir un petit peu les ouvrages. Et ça a été une bonne claque pour moi, dessinée par Aaron Campbell. C'est sorti en octobre. Et donc chez Urban Comics, mais version indé. Moi, j'ai que de l'indé dans mon top. J'ai rien de chez Marvel ou de chez DC. D'accord. Je pense que c'est la première fois de ma vie que ça m'arrive. Mais c'est bien, c'est rafraîchissant. Exactement. Alors, en début d'année, il y avait quand même le Venom de Donny Cates, on en parlait hors antenne, que j'avais trouvé vraiment cool, mais sur la longévité, comme il y a eu le King in Black que j'ai trouvé un peu décevant, j'ai pas vraiment voulu en parler. Et bon, il y avait des Batman que j'ai trouvé cool, mais voilà, vite fait, j'ai pas trouvé de choses autres que de l'indé finalement qui m'ont vraiment marqué cette année. Alors Infidèle, j'en avais déjà parlé dans le podcast, et c'est l'histoire de Aïcha, qui vit avec son mec, qui vit avec la fille de son mec, et qui vit avec la mère de son mec. Donc elle vit avec la famille de son mec. Tout ça dans un immeuble qui est clairement dégueulasse, Ouais. à New York. Et cet immeuble, il avait subi des attaques à la bombe par des terroristes dans le passé. Et elle se retrouve dedans, musulmane, voilée, à New York, dans un immeuble qui a explosé à cause d'une bombe. Donc t'imagines bien le délire déjà, Contexte, ça commence mal. Voilà. On est d'accord. Elle se retrouve dans cet immeuble qui est rempli de préjugés, et pour couronner le tout, elle a des visions pires que cauchemardesques, vraiment horrifiques. Mhm. Donc elle voit des êtres qu'on n'a pas envie de voir. Un peu à la Shining, quoi. Pire. Pire. Franchement, quand tu vois regarde les planches, toi qui as le L'ouvrage bouquin sous la dans main. les mains,
Franchement, il y a des moments où c'est vraiment effrayant. Enfin, il y a des planches qui sont hyper darkos. Alors moi, j'adore ça. Mais au-delà d'être dans un récit que horrifique, c'est quand même teinté d'un sujet qui est actuel. C'est plutôt bien amené. Parce que finalement, c'est pas lourdeau. Ouais. Et c'est pas, oh, je suis arabe, les gens, ils aiment pas les arabes. C'est pas ça. D'accord? C'est vraiment plus, j'ai des potes. Ah bah tiens, je savais pas que ces potes-là, ils pensaient ça de moi. Parce que je suis arabe. Et c'est vachement bien foutu. Même les dessins, hein, tu vois, enfin, là, tu Ouais, l'as dans les mains, ils c'est sont- assez particulier, Ouais. mais c'est quand même vachement beau. Et je trouve que ça correspond bien à quelque chose d'horrifique. Il y a vraiment un côté dark dedans, il y a beaucoup, Ouais, beaucoup il y a travail beaucoup de sur les noir ombres, déjà, hein, ouais, c'est ça. exactement. Donc moi j'adore. De toute façon déjà quand tu regardes, ne serait-ce que la couverture, là tu l'as dans les mains, Ouais, on peut la décrire, hein, c'est déjà très rouge. ouais. Et la seule chose qui n'est pas rouge, c'est une main un peu dégueu, bleue, qui Bleu. s'apprête à choper Aïcha finalement. Ouais, donc c'est rien de très vivant, quoi. C'est hyper vivant, mais moi dès que j'ai vu la couverture, je savais pas de quoi ça parlait, j'avais envie de le lire. Donc je sais pas pour toi, parce que quand tu le regardes, Franchement, ouais, ça donne envie, ça donne envie. Et pour avoir consulté rapidement l'intérieur De l'ouvrage. de l'ouvrage, en effet, ça donne envie de lire. c'est vraiment exceptionnel. Moi, je sais que j'ai adoré. Avant, Pornchak, il était dans l'édition. Donc lui, à la base, il est pas scénariste. Mhm. Donc je pense que j'en avais parlé il y a longtemps de ce comics. Et je pense que du coup, il a pu se faire un carnet quand il travaillait chez... c'est pas Urban, c'est la version américaine. C'est... Mince, comment ça s'appelle? C'est pas DC, Vertigo. Oui. Il bossait chez Vertigo. Il était éditeur chez Vertigo. Donc si tu veux, lui, il a vu défiler tous les scénaristes et tous les dessinateurs possibles, inimaginables. Et donc quand il s'est dit tiens je vais me lancer dedans, et ben il a appelé Aaron Campbell et qui a accepté et ça a Oui, donné voilà, ça a donné ça. ce truc-là que je trouve vraiment exceptionnel. Donc voilà, c'est mon conseil de l'année. Ça en a tout l'air. Et du coup j'ai une petite question quand même. Mhm. Est-ce que tu es familiarisé et est-ce que tu aimes bien surtout les comics, donc déjà indé Ouais. dans sa version large, mais surtout les comics horrifiques, parce que moi j'ai vraiment une passion pour ça. J'adore ça. J'ai commencé à m'y lancer petit à petit. C'est vrai que ça commence à m'intéresser de plus en plus. Ouais, parce que c'est pas commun finalement. C'est Les pas gens, ils se disent pas forcément. Pour eux, c'est les super-héros les comics. C'est ça. Alors que finalement, c'est pas du tout quoi. Tout à fait. Ça va beaucoup plus loin et c'est le genre de récit qui peut intéresser des gens qui, par exemple, aiment le cinéma d'horreur. Bah, quand on sait pas quoi regarder, un petit comics comme ça, c'est super cool. Absolument, absolument. Non, c'est vrai que j'étais pas très familiarisé à ça dans le passé, mais c'est vrai que j'ai lu pas mal de reviews sur certains titres qui m'ont vraiment donné envie de. Et d'ailleurs, toi, alors c'est pas vraiment horrifique, mais on n'est pas loin finalement. T'as les Sandman. Oui. Et les Sandman, on est quand même dans un truc qui est à part. C'est pas des super-héros. Non, c'est à part, c'est à part. Ça Bah, fait déjà- partie des choses où ça déjà, peut intéresser des gens qui aiment pas forcément les super-héros. C'est quoi. ça. Déjà, c'est Neil Gaiman, donc il a son univers à lui. Ah, c'est clair. Et en effet, c'est un univers qui est vraiment. Alors, je digresse. Est-ce que tu as vu sorti là très récemment genre j'ai plus le nom, c'est pas Blue Sky mais c'est quelque chose comme ça et c'est Neil Gaiman qui est au scénario. Ça vient de sortir sur la guerre, sur la Seconde Guerre mondiale, des Allemands qui sont pas vraiment au courant que la guerre est terminée et qui continuent à bombarder avec leur mosquito là. Ah ouais, non, j'ai pas vu ça. T'as pas vu ça? Ouais, Neil Gaiman qui est dessus. Alors, j'espère que je me trompe pas, mais il me semble que c'est Neil Gaiman. Eh ben, je vais devoir checker ça Ah ouais, impérativement. ouais, je crois, hein, ça vient de sortir chez nous, donc il y a un truc à voir là-dedans. Ok, on continue. Ta deuxième lecture, donc pour toi, on part sur du Daredevil cette fois-ci. Ah bah, c'est mon super-héros préféré chez Marvel. Étonnant. Et ouais, c'est vrai que c'est pas un des noms les plus communs qui sort quand on parle des super-héros préférés de chez Marvel généralement. Mais... Ouais, mais quand alors, t'as participé à l'émission sur Batman. Ouais, Finalement, Daredevil, c'est un peu le Batman c'est de un Marvel. peu le Batman de Marvel. Ne serait-ce que dans le look, je trouve. Absolument. Donc Absolument. c'est pour ça que je suis pas étonné. Et c'est vrai que même quand on parle de son périmètre géographique, son périmètre d'action géographique, c'est vrai qu'il est assez limité, un peu comme Kitchen. Batman aussi. Ouais, voilà, Ouais, c'est ouais. ça. Ouais, mais Batman, il a une ville entière. Ouais. Bah, Lui, il a vraiment un hein. quartier, quoi. C'est vraiment mon super-héros préféré. Et là, je m'étais relu, c'est quoi? The Man Without Fear, L'Homme sans peur. L'homme sans peur, de Frank de Miller. Frank Miller et John Romita Jr. au John dessin. Romita Jr. Vétéran, enfin deux vétérans de Ah ouais, bah clairement. de l'industrie des comics. Et Bah, Frank Miller, faut dire déjà, c'est lui qui a défini finalement Daredevil comme il est aujourd'hui. absolument, Sans lui, ce Oui. serait pas le même. Et ça depuis les années 80. tout à fait. Et donc là, c'est sorti en 93, L'Homme sans peur. Et finalement, il lui crée sa genèse. Il lui crée l'origine de Daredevil. Ouais. En parallèle de ce qu'on peut retrouver chez Jeff Loeb et Tim Sale dans
Daredevil Yellow. Ouais, ok, ouais. Et c'est vrai qu'il y a un contraste assez intéressant entre les deux histoires. Je recommande de lire les deux. Les deux sont assez différentes, même si on retrouve bien entendu les grandes lignes de la genèse du super-héros en question. Mais c'est comme les origines de Spider-Man. Personne ne la raconte de la même manière. Ouais, bien sûr, ouais, c'est clair. Mais pareil pour Batman. Tout à fait. Et donc là, pour le coup, The Man Without Fear, j'ai aimé le côté trash, autant au niveau scénaristique qu'au niveau des dessins. Au niveau des dessins, on voit vraiment qu'il y a quelque chose de sale. Oui, même dans les lignes, c'est pas très droit. Ouais, c'est pas très droit, c'est un peu, ouais. voilà. Et je trouve que ça rentre parfaitement dans le style de Frank Miller, de toute façon. Et comme c'est John Romita, il y a toujours au moins une scène sous la pluie. Bon, bien entendu. Il aime la pluie. Ouais. Il sait très bien dessiner clair. ces scènes-là. Ouais. Franchement. Et au niveau du scénario, je trouve qu'il y a quelque chose de très humain là-dedans qui me parle. Déjà, il n'y a pas le costume. Oui, tout à fait. C'est le début de Daredevil, c'est le début de Matt Murdock. Il est encore étudiant à ce moment-là. Tout à fait. Il découvre ses pouvoirs et il n'y a pas de costume. C'est-à-dire que alors, je fais encore un parallèle avec une adaptation, mais il y a eu la série Netflix. La première saison de la série Netflix, il porte pas son costume. Il est habillé à peu près pareil que dans le comics. C'est-à-dire, il a son bandeau noir sur les yeux et il est habillé en noir et c'est tout, quoi. Il découvre ses pouvoirs. Il s'en sert pour traverser la rue sans chien d'aveugle, mais pas que, un petit peu plus. Oui. Et du coup, oui, il essaye de défendre son quartier, finalement, grâce à ce qu'il découvre. Tout en ayant cette espèce de rage au fond de lui qu'il a besoin de sublimer dans une... Il a envie de casser des gueules. C'est ça. On est dans du Frank Miller aussi. Dans du Frank Miller, c'est clair. J'ai bien aimé comment le caïd a été représenté dans cet ouvrage. C'est vraiment un antagoniste qui est dans l'ombre, mais dont on reconnaît vraiment l'étendue de son pouvoir, en fait. Ouais, clairement, il y a pas longtemps, j'ai lu un autre comics où il était dedans et je me suis dit, c'est vraiment comme ça que j'imagine le caïd. C'était dans un Spider-Man. Mm-hmm. Il veut reprendre la ville. En gros, il laisse Spider-Man faire ses conneries. Ouais. Mais au moment où Spider-Man va un peu trop loin, il se dit non, il fait pas ça dans ma ville. Et je me suis dit, ok, dans cette scène-là, c'est vraiment lui. C'est-à-dire qu'il est prêt à se dire, ok, ils jouent là, les petits super-héros, ils font leur truc. Mais au moment où ça le gêne ou ça va vraiment aller trop loin pour lui, il reprend les choses en main. C'est ça, c'est un caïd, ça veut dire qu'il est censé être connecté avec les éléments les plus sales, les plus... Ouais, c'est ça. Les éléments les pires éléments criminels. Je veux dire, il y a une scène, il y a un moment dans l'histoire où il dit à son bras droit, ouais, fais ce que tu veux de la fille qui est mineure. Il y a rien qui est explicite, mais tout est dans l'imaginaire. On s'imagine à quel point cet univers-là est vraiment sale, quoi. Ouais, mais de toute façon, lui, il est horrible, comme ça. Ouais, c'est ça qui est génial avec ce personnage. Il est pas assez. Moi, j'adore la version de Vincent Donofrio dans la série de Netflix. Franchement, j'espère qu'ils vont nous en faire des films, parce que, sans vouloir spoiler, on l'a vu il y a pas longtemps, quelque part. Ouais. Et j'aimerais bien revoir le Caïd, justement, tu vois, parce que je trouve qu'il est vraiment hyper bien adapté dans la série. Et on voit ce côté, vraiment, c'est la mafia, mais c'est la mafia dégueulasse, quoi. C'est ça, exactement. C'est la mafia qui a pas de remords à faire des pires choses. Qui vend des enfants, qui bute des gens, qui utilise la misère des gens contre ses ennemis. De toute façon, moi, je l'aime bien parce qu'il est chauve. Forcément, comme on a un point commun, je l'adore. Mais, une petite parenthèse, moi j'avais découvert le Caïd à travers le dessin animé de Spider-Man des années 90. Qui était trop bien. Le dessin animé est trop bien, le personnage est assez impressionnant, mais c'est vrai qu'il a... C'est un dessin animé pour enfants, donc on voit pas vraiment l'étendue du personnage. Non. Mais c'est vrai que, ayant revu le dessin animé dans son intégralité juste avant la sortie de No Way Home, le contraste est assez flagrant. Ah oui, j'imagine. Ouais. Moi, je me souviens surtout de cette série, bon, je digresse, mais c'était Venom qui m'avait marqué dedans. Moi. Absolument. Et le Venom, c'est vraiment rien à voir avec les origines de Venom qu'on connaît finalement. Et quand je me suis réintéressé aux comics, j'étais surpris de voir d'où venait Venom vraiment. Secret War, c'est un truc à lire absolument, par exemple. Et c'est vrai que les séries comme ça, mais même dans la série de Batman, c'est pareil, ils se permettent des... Oui. Mais ça parle pas au même public. C'est ça. Donc on peut pas les comparer. Maintenant, il y a des très bonnes choses qui ont été faites dedans, et je suis sûr que de les regarder, ça doit être super agréable quand même. À faire. Ouais, c'est ça. Hein. On replonge dans la nostalgie. Ouais. Et toi, ton 2? Mon deuxième, Shanghai Red. Je pense que je t'en ai déjà parlé de Shanghai Red. Tu m'en avais parlé, ouais. De Christopher Sebela et Josh Hickson. Alors, Josh Hickson, moi, à la base, je le connais pas vraiment, et je suis pas hyper fan de sa façon de dessiner. Ok.
parce que c'est hyper minimaliste. Ça va à l'essentiel, un peu comme dans l'histoire là. Bah, voilà. Tu peux regarder. Donc ça, c'est sorti en avril de cette année, et c'est iComics qui nous l'avait offert. Donc les dessins de Josh Hickson, on n'aime pas forcément au début, comme moi, mais finalement ça colle bien au récit. Comme je disais, ça va à l'essentiel. Le récit va à l'essentiel, ça tombe bien. Shanghai Red, pour rappel, parce que j'en ai déjà parlé aussi dans le podcast, c'est Jack qui est sur un bateau depuis 2 ans, à destination de Shanghai, en tant qu'esclave, hein, donc pas cool, et qui se rebelle, tue tout l'équipage et prend le contrôle du navire pour revenir à Portland, parce qu'à la base il partait de Portland, et retrouver les personnes à cause de qui il s'est retrouvé dans cet enfer, quoi. Il dort sur le sol d'un bateau dégueulasse. Sauf que Jack, en fait, il s'appelle Molly, et que elle se travestissait en homme pour mieux gagner sa vie et aider sa famille. Parce qu'un homme au 19e siècle à Portland, gagnait mieux sa vie qu'une femme. Sauf qu'en fait, c'est parce que elle se travestissait en homme qu'elle a été ce qu'on appelle shanghaïsée. Droguée, elle s'est endormie, boum, elle se retrouve sur un bateau à destination de Shanghai en tant qu'esclave. Personne sait que c'est une meuf. Jusqu'au jour où elle se rebelle, elle dit aux gens, c'est moi Molly, je vais vous casser la gueule. Et elle revient à Portland. C'est vraiment juste le début du comics, ce moment sur le bateau. Elle revient à Portland, et là, c'est un carnage. Elle veut se venger. Portland, c'est crade au 19e siècle, c'est vraiment crade. Le scénariste, il s'est vraiment intéressé à l'histoire. Il a représenté Portland comme ça pouvait l'être à cette époque. Et c'est vraiment cool. Elle est pas venue là pour beurrer des sandwichs. C'est vraiment un John Wick au féminin au 19e siècle. Donc rien que pour ça, faut lire Shanghai Red. Pour moi, ça a été vraiment une super claque de l'année. Et pareil, je pense que dans les comics indés, faut les pousser un petit peu parce que tout le monde parle de Marvel et de DC. Mais si on devait en retenir quelques-uns cette année, vraiment Shanghai Red, pour moi, ça a été... Ça fait partie. Ouais, c'est magnifique. C'est vraiment magnifique. J'en ai lu plein cette année des indés, mais alors celui-ci, je pense que c'est celui que je vais le plus retenir et que j'ai envie de conseiller à tout le monde parce que d'une, c'est une lecture facile. Pas facile dans le sens où pan, ça tire dans tous les sens, c'est de l'action. Non, c'est facile dans le sens où on rentre vite dans l'histoire, c'est intéressant, on a envie de le relire. Je l'ai fermé, je l'ai relu. Ça arrive quand même rarement. Donc je conseille, et je pense que tu devrais... Je vais jeter un coup d'œil. Tu connaissais Hickson et... Non. Et Christopher Sebela? Non, je connaissais pas du tout. Josh Hickson, j'ai un autre récit, tout à l'heure on parlait de récits horrifiques, qui s'appelle The Plot. Et pareil, on retrouve sa patte, qui est quand même un peu particulière. T'as vu le dessin? Je pense pas que ça plaise à tout le monde. Moi j'aime bien, ça me rappelle un peu les dessins dans Human Target de Vertigo. Je sais plus qui était au dessin à l'époque, mais Je saurais pas te dire non plus. Mais j'arrive à reconnaître quelque chose. Levé d'école. Salut, oui, c'est encore moi, mais j'ai fait un saut dans le temps, parce que ça m'énervait de pas trouver, et puis pendant le montage, je me suis dit, je peux très bien réenregistrer pour trouver qui était ce foutu dessinateur, putain. Le dessinateur, c'était Javier Pulido, et on avait un deuxième, forcément, on pouvait pas trouver, c'était Edwin Bjukovic, voilà, je sais pas comment on le dit. Merci, bonne écoute, bisous. Mais tu vois, on reconnaît pas les personnages au premier coup d'œil. C'est-à-dire que tu me montres une page sans me dire qui c'est le personnage, je saurais pas forcément te dire. Tout va un peu dans tous les sens. Ça va dans tous les sens, ouais. Et par contre, il y a un jeu de couleurs que je trouve monstrueux dans ce comics. Mais vraiment, c'est-à-dire que déjà il fait nuit la plupart du temps. C'est sombre, tout ce que j'aime, On est toujours sur ce côté-là. Et c'est sale, quoi. Voilà, c'est le moins qu'on puisse dire. Ah ouais, c'est vraiment hyper sale. C'est crade, ça transpire. Les moments sur le bateau, je trouve que il y a très peu de répit, en fait. Et quand elle revient à Portland, c'est de pire en pire. Donc, les dessins, aussi minimalistes sont-ils, l'atmosphère est vraiment pesante et c'est ça qui est trop cool. Il y a un truc qui me fait penser à Batman Year One là-dedans. Ah bon? Dans les dessins. C'est vrai? Sans trop de détails? Sans trop de détails, exactement. Sans trop de détails, voilà, tout ce qui est blessure, tout ça, ça apparaît comme des traits, mais en même temps c'est très visible. Ouais, grave. En fait, les traits sont assez appuyés. Je vais y jeter un coup d'œil. Mais tu vois, il y a du noir, Ils ont appuyé sur l'encre noire, là. Mais même la couve, je la trouve super cool. Elle est efficace, juste en noir et rouge comme ça, ça marche plutôt bien. Et on passe au dernier te concernant, donc toi c'était Batman, je crois. Ouais, Last Night on Earth. Je voulais pas le dire, je voulais te laisser le dire en anglais. Merci. Bon, le duo inséparable Snyder-Capullo. Snyder, magique. Et pour le coup, j'ai pas été déçu. Ouais. J'avais loupé cet ouvrage quand il était sorti en issues. J'ai vite fait de rattraper mon retard. Et c'est vrai que j'ai eu droit à une histoire de Batman hors du commun. C'est clair. Qui se passe un peu dans un truc un peu à la Mad Max, vraiment post-apocalyptique. Au tout début, ça commence en tant que patient.
à Arkham. Ah, absolument. Déjà, absolument. rien que ça, c'est quand même assez magique, le fait que Bruce se réveille en étant finalement un patient d'Arkham. C'est ça, croyant que en fait toute son existence en tant que Batman n'était C'est ça. qu'une folie en fait. Exactement. Et on voit les personnages, on voit C'est des ça. personnages qui pensent être ces méchants qui combattent, qui finalement sont juste des gens qui gravitent autour Tout à du fait. patient qu'il est, quoi. C'est ça. Ça, déjà, rien Et, que ça, c'est trop cool. Absolument, absolument. Ça met bien les jalons en place pour ce qui est à venir en fait dans le reste de l'histoire parce que en fait ça explose en plein milieu du truc et ça part dans un délire complètement Épique. Ça, c'est un délire épique, c'est ça. Mais épique pas dans le sens pas comme dans Dark Knight's Metal. Ah ouais, alors ça, moi, je les aime pas. Ouais, c'est très Pourtant, différent. on aime le duo, tous les deux. Je pense qu'on aime vraiment ce duo, Absolument, Snyder, bah, Capullo. c'est- Mais les death metal, c'est vrai que j'ai un peu du mal. C'est trop. Déjà, il y a un côté médiéval que j'apprécie pas, que je trouve ça colle pas en fait avec le début de ce qu'il racontait. Ouais. J'avais bien aimé Batman qui rit. Ouais. C'était cool déjà de voir Concept plusieurs intéressant, Batman. hein. Voilà. Mais la suite, tous les death metal et tout, effectivement, je trouvais que c'était un petit peu trop. Ouais. Là, c'est beaucoup plus juste. Tout à fait. Et puis même au niveau au niveau du développement des personnages au cours du récit, au niveau de l'atmosphère en général, ça veut dire que ok, c'est un peu un monde qui part complètement en sucette post-apocalyptique et tout ça, mais on sent que Batman a vraiment sa place là-dedans. Il n'est pas dépassé par des. Ah, mais même au contraire, Voilà, il c'est reprend ça. en main Tout ce à fait. qu'il pensait avoir perdu. C'est ça. Et c'est vrai que, mais tout aussi pesant qu'est le contexte, on voit aussi Batman qui justement a des doutes, et finalement ce qui combat le plus, c'est C'est pas lui-même. forcément les méchants, c'est lui-même et ses propres doutes. Tout à fait. Et ça marche super bien, c'est facile de dire ça, je sais, je me rends compte en le disant que c'est hyper facile de le dire. Mais c'est bien foutu dans le bouquin, bah. et c'est bien amené, donc je suis obligé de le dire comme ça. Oui, mais c'est. Tu sais, des fois, c'est résumer un truc, ça peut être très bateau, mais Ouais, c'est ça. quand tu as l'expérience de l'ouvrage, c'est autre chose. Ouais, on est d'accord. Voilà. Celui-là, faut vraiment, c'est vraiment un truc à lire, Ouais. un peu à part, quand on aime bien les deux, là, Capullo et Snyder, je pense Ouais, que... voilà, ça rentre complètement dans le. Ouais, ils sont trouvés, hein, c'est fou. Et je pense qu'on n'a pas beaucoup de duos comme ça. Jeff Loeb et Tim Sale, Ouais, je c'est trouve ça. que ça aussi c'est un duo Ouais, ouais, c'est clair. imbattable. C'est un duo qui marche, ouais. Est-ce qu'il y en a d'autres? Là, tout à l'heure, on parlait de Nguyen Ouais, et l'émir, aussi. que moi je Ouais. connais peut-être un peu Ouais, plus je que connais toi. mieux que moi, ouais. Et merci encore une fois pour le petit cadeau. Ah, mais je t'en prie, Guy. Mais c'est vrai que sur eux qui avaient fait Descender et Ascender, c'est un duo qui marche trop bien. Et là, pareil, donc du coup avec ces deux-là, quoi, c'est exceptionnel d'avoir des duos qui marchent comme ça. Ouais. Ryan Stegman, Donny Cates sur Venom. Aussi, ouais. C'est quand même assez exceptionnel. Moi, je sais que c'est quelque chose que j'adore aussi. Donc, on aime bien avoir des duos, les retrouver comme ça. Ça change un petit peu d'avoir que un nom qui vient dépasser les Ouais. autres. Parce que c'est bien beau de lire Mark Millar pour Mark Millar, mais c'est mieux de lire Mark Millar avec quelqu'un d'autre. C'est ça qui arrive à aussi compenser un peu Ouais, c'est ça. l'ego de Mark Millar. On est d'accord. Donc là, quand c'est les deux ensemble, Ah c'est bah. trop cool. Ok, bah écoute, on va passer à mon dernier top comics. Ouais, Alors c'est un truc vraiment très particulier. À la base, c'est du web comics. ok. Et ça a été adapté en comics parce que ça a super bien marché et que c'est vraiment très beau. Et je vais pas te mentir, c'est pas forcément le scénario qui m'a fait choisir ce titre. Ça s'appelle Scurry, c'est chez Delcourt en France, de Max Smith. C'est dessiné par lui, c'est scénarisé par lui, il a vraiment tout fait. C'est sorti en novembre, donc c'est quand même relativement récent. Ça va être en 3 tomes, donc pour l'instant on a que le premier, moi j'attends forcément les autres, ils arrivent un peu tard en plus. Mhm. Mais chaque page, on dirait une image d'un jeu vidéo, mais tu sais, les concept art de jeux vidéo. Ouais. Mais vraiment je trouve ça exceptionnel. En effet. Ah mais c'est magnifique. Finalement l'histoire est un peu ballot parce que c'est des petites souris qui se défendent pour pouvoir vivre dans un monde où les humains n'existent plus. Et à la base, elles se nourrissent grâce à nous finalement. Ouais. Mais comme l'homme n'existe plus et que à l'extérieur c'est quand même plein de dangers entre les chats, les rapaces, les serpents, les loups et tout ça. Elles doivent quand même faire des missions pour trouver de la nourriture. Et du coup, elles sont obligées de sortir à l'extérieur de la maison qu'elles habitent en ce moment. Ouais. Le récit, c'est vrai que c'est Bernard et Bianca en un peu plus trash. Mais dit comme ça paraît un peu bébête. Et finalement, quand on le lit à hauteur de souris, c'est fantastique. Moi, j'ai trouvé ça vraiment fantastique. J'ai trouvé ça hyper beau. Les couleurs, j'ai vraiment rarement vu ça. Les détails dans les dessins. Ouais, je suis d'accord. Les fonds, mais même les fonds, je trouve ça hyper beau. Et le mec met du flou dans les dessins. Enfin, c'est beau, quoi. Ouais, Voilà. c'est-à-dire que ça Donc, donne quand même une espèce de profondeur. Bah, toi qui fais de la photo, tu Ouais. sais ça mieux que quiconque. quoi. clairement, ça donne une profondeur qu'on retrouve très rarement dans les planches de BD. Ouais, tout à fait.
Donc ça valait le coup de le lire et c'est pour ça que je voulais absolument en parler. Tout le monde devrait s'intéresser à Scurry. Il faut lui donner une chance à ce titre parce qu'il est vraiment super cool. Il faut pas s'arrêter au fait que ce soit des petites souris. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est quand même un truc qui est pas très commun, tu vois, qui est pas très orthodoxe. Ah on bah va déjà, dire. humaniser des animaux, c'est très Disney finalement à la base. Ouais, clairement, mais là ça a l'air beaucoup plus. Ah, ça va plus loin. Ouais, ça va beaucoup plus loin que Ouais, Disney, ouais. quoi. C'est pas Ratatouille, quoi. Non, on est loin de Ratatouille, ouais. Clairement, il y a les souris qui disparaissent, c'est un peu violent. Et c'est ça qui fait que c'est cool aussi. Donc, on est toujours plus triste, bizarrement, quand c'est des animaux plutôt que quand c'est des humains. Je sais pas pourquoi. Dans Parce un que- film, quand je vois un chien mourir, je suis vachement plus triste que quand c'est un Un homme. chien, c'est mignon, c'est petit, on C'est joue ça. avec, voilà, non, Du coup, ça fait le même effet avec ça. Donc, tout est décuplé du fait Ouais. que ce soit des petits animaux, quoi. Vraiment, je le conseille et je pense qu'il faut le lire. Donc, Eh ben, écoute, je lirai ça. et Je lirai finalement, ça. les trois que j'ai annoncés ce soir, toi, tu les connaissais pas Je vraiment. connaissais pas du tout. Ouais. J'avais entendu parler de Shanghai Red. Shanghai Red, ouais. Tu m'en avais parlé avant, mais là, pour le coup, ouais, ça m'a vraiment donné envie de les lire. En fait, pouvoir consulter l'ouvrage en même temps que tu en parles. Oui, ça- alors les gens peuvent pas forcément le C'est faire. ça, les gens qui nous écoutent. exactement. Mais donc, allez chez votre marchand de bande dessinée. Et, Ouais, même sur Google. Sur parce que finalement, Google. Google, on trouve tout. Oui, mais évitez les spoilers, quoi. Ouais. Faut Voilà. éviter, mais je pense que sur Google Images, ils sont Voilà, tranquilles. ok. Bon, allez sur Google Images. les gens. Allez sur Google Images. Ok, super. Et bah écoute, on termine le comics. Mhm. Alors on va passer au manga. Donc toi, tu lis pas de manga. Pas tellement. C'est pas trop ton truc. Écoute, je me suis arrêté à ce qui était populaire dans les années 80-90. Ouais. Donc je suis un peu de la vieille école, quoi. Bah c'est les générations Dorothée, quoi. C'est ça. Ouais. C'est ça. Donc voilà, les Chevaliers du Zodiaque, Dragon Ball. Bah écoute, aujourd'hui, moi j'espère que je vais pouvoir te donner envie de lire du manga. Parce qu'il y a quand même des choses très 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 intéressantes en manga. Je n'en veux pas une seconde. Donc je vais donner mes trois d'affilée. Et après on passe au Cinoche. Ça marche. Ok. Alors je vais commencer avec Alma Ok. de Shinji Mito. Alors Mito, c'est pas parce que c'est une menteuse, hein. C'est son nom de famille. Elle s'appelle Et Mito. Alma, la je pauvre. pense que c'est pas le pont d'Alma. C'est pas le pont de l'Alma. Non, non, du tout. Ça a rien à voir. C'est pas Alma Marceau. C'est pas la station de métro non plus. Donc c'est une série qui est assez courte. C'est 4 tomes. Ok. Donc il y a des mangas, ça en dure. Là on est au 100 de One Piece. Là il n'y en a que 4. Ça se lit super vite, donc c'est plutôt cool. Le premier était sorti en avril et le dernier en novembre. Tous les 4 dans la même année chez Panini Manga. Parce qu'ils font pas que du comics avec Marvel. C'est un récit post-apocalyptique, hein, où on suit le jeune Ray qui n'a jamais connu la vie sur Terre en dehors de lui et Triss. Triss, c'est son ami, Mhm. avec qui il a grandi finalement. Son rêve, c'est de trouver d'autres personnes, parce qu'ils sont vraiment, ils vivent tout seuls. Ouais. Il y a personne d'autre autour d'eux. Et puis bah des personnes, il va en trouver, hein, puisque rapidement, elles se font attaquer par des machines, et commence pour lui, du coup, une épopée à travers ce monde dévasté qui va changer sa vie. C'est magnifique, je t'ai pu un peu Ouais. regarder là. Il y a vraiment des planches où il y a des étendues dévastées avec juste lui qui est devant. Je trouve ça super cool. En manga, souvent, alors moi je lis beaucoup de seinen. Ouais. Je sais pas si tu vois ce que c'est la différence. Mhm. Seinen, shonen. Non, pas trop. Le shonen, c'est généralement plus pour les adolescents. Ouais. Le seinen, c'est plus des lectures pour adultes. D'accord. Sans être dans les trucs pervers. Ouais. Donc moi j'aime beaucoup le seinen, et ça c'en est un, Ouais. donc pour adultes. Et généralement les seinen sont beaucoup plus fins au niveau des dessins, Ouais. et là c'en est la preuve. Exactement. C'est vraiment très fin, il y a beaucoup de détails, que ce soit sur les persos, que ce soit sur les décors. Donc Alma, en 4 tomes, je conseille. En plus, il y a pas longtemps, ils ont même fait le coffret, donc tu peux acheter les 4 d'un coup. Sympa. Donc ça c'est Ça plutôt fait cool. toujours plaisir. Ça fait super plaisir. Le deuxième, Blackboard, sorti en juin de Izumida Fuyuki chez Omake Books. Et donc là, pour le coup, c'est un shonen, justement. Mais je trouve que il en a quand même pas trop l'ADN, hein. Ça ressemble plus à un seinen. Déjà parce que c'est quand même relativement violent, puis il y a des meufs à poil. Voilà, donc, voilà, vous savez quoi acheter. les ça gars. s'arrête là, on a envie de le lire. Donc faut bien dire déjà, Omake, depuis quelques temps, ils sortent quand même des pépites. On a eu Purgatory Girl qui était super cool, Sayuri, Perce-Neige, ils sont super chauds. Là, c'est l'histoire de Tamaki, une chasseuse de primes, chasseuse de tête, qui retrouve son nom inscrit sur le tableau. Et oui, mais quel tableau, tu vas me dire, mon Carlo? Quel Hein tableau? Eh ben voilà. Et ben dans cette ville qui s'appelle Jackpot, il y a un tableau immense, Ouais. donc le Blackboard, D'accord. et dessus on trouve toutes sortes d'annonces, mais surtout des annonces pour les chasseurs de primes. Ok. Donc en gros, quand ta tronche se retrouve dessus, t'es mal barré, parce que souvent c'est ce qui Ouais. rapporte le plus. Donc c'est là où il y a plus de gens qui vont aller, c'est pas pour les petites annonces, pour aller promener des chats quoi. Déjà la ville, c'est clairement un lieu où il y a que des malfrats, des vilains,
Ah, pas si beau. ça s'appelle jackpot, j'imagine que les gens y vont pour se faire de l'argent facile. Exactement, la petite racaille. On se retrouve, enfin elle en tout cas se retrouve dans le sale drap, puisque son nom est affiché, Ouais. mais elle fait la rencontre d'un mec qui s'appelle Basco, donc le mec que tu Ouais. vois sur la couverture, couverture. qui est clairement un bon gros bonhomme, hein. Avec une jolie cicatrice sur Jolie la face. cicatrice. Il fait penser un peu à Scar de Full Metal Alchemist. Ouais, exactement. T'as vu C'est ce que je me disais. Voilà, donc c'est un mec bien costaud, mais lui il est muet. Ouais. Donc finalement, elle communique avec lui et lui, il essaye de communiquer exécute. avec elle. Voilà, c'est ça. Et il va devenir son garde du corps. Donc tu vas me demander, j'imagine, mais pourquoi son nom est-il inscrit sur le tableau au Grand Geeks, maître du podcast? Ô Grand Geeks, maître du podcast, pourquoi son nom est-il inscrit sur le tableau? Et je te répondrai, tu n'as qu'à le lire. Voilà. Très bien. Eh ben, c'est ce que je ferai. Donc c'est une histoire de vengeance. Elle détient des infos que des gros bonnets souhaitent obtenir, Ouais. posséder. Et quand je dis gros bonnet, je parle pas de 100F ou de bonnet péruvien, hein, je parle de la mafia, bien évidemment. Non mais c'est vraiment une histoire super cool. En plus c'est un peu drôle, il y a quand même des moments assez légers et il y a des moments très violents, un peu plus dark. Je vois ça. Ouais, franchement, je trouve que ça a été une des belles surprises de l'année, parce que je n'attendais rien du tout de ça. Je suis vraiment tombé dessus par hasard. C'était au Renard Doré. J'ai vu la couverture, j'ai ouvert, je me suis dit, ah bah tiens, vas-y, je vais le prendre. Finalement, en le lisant, vraiment très très cool et bien dosé. C'est ça que j'ai envie de dire, c'est que c'est bien dosé. C'est pas trop ridicule, Ouais. c'est pas trop violent. On est un peu entre les deux. Il n'y a que 2 tomes. Il y a 3 tomes. 3 tomes. Le 3 est pas encore sorti. Ok. Il sort cette année, il sort bientôt. Pour l'instant, il y en a 2. J'ai hâte de lire la suite. Il me semble que le 3e sort dans le mois. Ok. Bon. Eh bah oui, c'est moi, je replope un petit coup comme ça, parce que en fait, le tome 3, il est sorti le 20 janvier, que entre-temps, bah je l'ai lu, et puis bah c'était trop bien. Franchement, je confirme, Blackboard, c'est à lire absolument. Et voilà, je vous laisse tranquille, bisous. Et le dernier, en manga, Blue Period, alors là, rien à voir, hein, de Yamaguchi Tsubasa, chez Pika. Le dernier tome est sorti en décembre, et le premier tome était sorti en janvier 2021. C'est pas fini, au Japon, ils en sont au 11e, et c'est toujours pas terminé. Ok. Et nous, le 7e va arriver bientôt. C'est vraiment trop bien, Blue Period. Déjà, ça commence avec un héros qui s'appelle Yatora, qui s'en branle royalement de l'art, Ouais. qui se donne un air détaché de tout pour être stylé, finalement. Mhm. Donc il est plutôt dans le paraître, Ouais. ce jeune homme, bien qu'il soit plutôt bon à l'école. Et un jour, par un heureux hasard, il se retrouve confronté au dessin, donc au dessin vraiment dessiné, quoi, et à la peinture, et il se rend compte que c'est un moyen de communiquer et de s'exprimer plutôt inattendu, et surtout méga intéressant. On peut dire des choses qu'on peut pas forcément dire avec des mots. Mm. Via une peinture ou un dessin. Au fil des tomes, on suit son parcours. Bah lui, il part de rien, hein, parce qu'à la base, c'est pas quelque chose qui l'intéresse. Et au fur et à mesure, on découvre l'univers des concours pour rentrer dans les écoles d'art au Japon. Autant te dire qu'au Japon, le travail, c'est pas facile, donc imagine que rentrer dans une école, ça doit pas être une mince affaire. Et on suit en même temps ses questionnements, ses doutes, ses réussites, ses rencontres, ses échecs. Et tout ça, c'est des choses qui le changent, lui, en tant que personne, tout au long du récit. Donc vraiment, on n'est pas sur quelque chose où il y a de l'action, Ouais. on est sur des moments de vie, mais ça marche super bien. J'attends à chaque fois le prochain tome avec impatience, et là j'en peux plus d'attendre le tome 7. Encore quelque chose que je conseille. Oui, je recoupe une petite fois encore, hein, parce que du coup, Blue Period, le tome 7, bah en fait il est déjà sorti le 19 janvier. Bah je l'ai à la maison, par contre celui-là je l'ai pas encore lu, mais je sais déjà que ça va être top. Bisous. Et ça change un peu des autres mangas que tu as présentés qui étaient plus dans l'action. On qui est étaient plus dans l'action. Ouais. Ouais, mais il y a beaucoup de mangas de ce style-là. J'en lis quelques-uns, hein. Il y en a un par exemple qui s'appelle Insomniac. C'est deux gosses qui sont insomniaques tous les deux, Ouais. et ils se retrouvent à dormir dans une pièce dans leur lycée. Où finalement, c'est un observatoire. Et de là naît une relation entre les deux, et ils essayent de s'en sortir parce que eux, ils vivent vraiment très mal leur insomnie. Et cette rencontre finalement, elle est belle. Et c'est des petits moments de vie. Ils s'intéressent vraiment à ce qui peut se passer dans un observatoire. Donc ils regardent les étoiles ensemble, ils apprennent la photographie. Ah, C'est c'est pas un truc c'est d'action, intéressant. mais C'est beau, c'est ça. C'est Et beau. C'est des relations. c'est humain. C'est humain. C'est beaucoup plus humain, c'est à notre échelle. Voilà. On va passer au cinéma, mon Carlo. Let's rock and roll. Alors juste avant quand même, est-ce que ça t'a donné envie de lire des mangas? Ouais, vraiment, franchement. Je Ça m'a pense que donné celui envie. qui pourrait te plaire, c'est Alma. Ouais.
Alma, c'est vraiment très cool. Je pense que quand t'étais plus jeune, t'as peut-être lu Gun. Oui. On est un peu dans cette atmosphère. D'accord. Donc même dans les dessins, on s'y retrouve un petit peu. Vraiment hyper cool. Je vais checker ça alors. Allez. Bon, on commence le cinéma avec ton premier film. Un film de Alors. Denis Villeneuve. Ah bah, El Famoso, El Famoso. Dune. Dune. Avec notre ami Oscar Isaac. Ouais. Pas confondre avec Chris Isaac qui fait de la country, rien à voir. Mhm. Là, il a pas de chapeau, il a pas de guitare, hein. Il a juste une barbe. C'est pas le même. C'est pas le même. délire. Hein. Timothée Chalamet. 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 Rebecca Ferguson. On est amoureux tous les deux. Ouais. Voilà, on est absolument. amoureux tous les deux. C'est sorti en septembre. Et Zendaya. Et Zendaya, mais on la voit 5 minutes, alors j'ai Ouais, pas envie de mais la bon. présenter, ça m'énerve. Mais bon, 5 minutes de Zendaya, c'est quand même. J'en ça, parlerai ça, dans Dune 2. Ça Ou à va. mon avis, on la verra plus quand même. J'espère bien. Ah, moi aussi j'espère. Parce qu'en vrai, elle est bien dedans, mais Ouais. on a toujours la même scène en plus. Bref, ça reprend les livres de Frank Herbert. Oui. Toi, tu les avais lus? Qui est une saga. J'ai pas tout lu. T'as pas tout lu. J'ai pas tout lu. Mais J'en t'avais reviens. lu quand même un petit peu. Un petit peu. Et t'avais J'étais vu familiarisé avec. le film de Lynch. Non, je ne l'ai pas vu. Non. 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 Ok. Shame on me, mais je l'ai pas vu. Alors, gros spoil. Ouais. Moi, j'ai pas kiffé le film de Lynch. C'est ce que j'ai cru comprendre. Il y a pas mal de gens qui ne l'ont pas aimé. J'ai pas aimé, mais parce que c'est hyper décousu. Ça se voit qu'il a galéré à le faire, son film. Ouais. C'est un film de cinéma. C'est un film qui a fait l'histoire, je pense, en tout cas à son époque. Ouais. C'est pas pour ça que c'est un bon film. Quand je le regarde, je m'ennuie. J'imagine que je suis pas le seul. Ouais. Et là, je pense que celui-ci correspond plus à l'œuvre de Herbert que celui de Lynch, qui finalement était plus quelque chose de pop. Tu vois, ça avait vraiment une culture derrière. Ouais, qui rentre un peu dans son Graphique. époque. C'est Voilà. Là, on est sur autre chose qui, à mon avis, est plus fidèle au livre. Parle-nous un peu de Dune. Alors, pourquoi t'as aimé ce film? Qu'est-ce qui t'a plu dedans? Alors tout d'abord, bon, Denis Villeneuve, son image, l'utilisation des couleurs, les plans longs, la lenteur du film, C'est vrai que c'est contemplatif. ouais, c'est le mot qui convient, contemplatif. Mais c'est pas pour ça que c'est pas bien, c'est justement ce qui fait la force du film, je trouve. Ouais, j'ai entendu beaucoup de gens dire que oui, ils trouvaient le film trop long et tout. Moi, j'ai trouvé que c'est ce qui faisait la beauté du film. Ouais, je trouve aussi. C'est Je que suis vraiment, il faut prendre le temps de vraiment apprécier la lenteur du film, les plans, vraiment s'imprégner de. En même temps, le livre est long. Oui, bah, c'est une saga. C'est une saga. C'est tout un univers. Donc il y a ça. Bon, bien entendu, le jeu d'acteur, il est impeccable. Franchement, c'est incroyable. Autant Impeccable. de jeux aussi justes, je trouve que c'est fou. Et Il y a Timothée Chalamet qui m'énerve. Mais parce qu'en fait, il est comme Ryan Gosling. Il a une émotion, il joue une émotion tout le long, et après, c'est tout. On lui demande de jouer du Timothée Chalamet, en fait. On lui demande pas de jouer Paul Atreides. oui, mais d'un côté, je trouve Bah, ça qu'il correspond a. à Paul Atreides. tu vois. Ça correspond à Paul Atreides et je trouve aussi que ça correspond aussi à sa personnalité en tant que jeune adulte, si je peux me permettre, qui découvre la vie en fait. Ouais, qui devient un Qui adulte. devient un homme. Ouais, c'est vrai. Tu vois, il y a cette Avec transformation. ouais, c'est ça, avec son pouvoir qu'il découvre C'est ça. aussi. Et l'influence de sa mère, bien Non, entendu. mais moi, c'est de- vraiment, je disais Rebecca Ferguson, mais elle est incroyable. Elle est incroyable. Parce que justement, alors moi j'en ai parlé un peu de Dune, et c'est ce que je disais dans l'épisode où j'en parlais. Je trouve que c'est grâce à elle qu'on ressent les émotions de Paul Atreides. Je suis d'accord. C'est-à-dire que sans Je suis elle, d'accord. il n'aurait pas d'émotion. Je suis d'accord. Et je trouve ça Je suis incroyable de réussir à faire ça. Parce que c'est elle qui fait susciter en lui tous les attributs liés à son développement, en fait. De petit protégé de son papa dans sa cour, etc. à Papa qui est très fort aussi. papa qui est très très fort. Franchement, là, rien à dire. Hein. Ouais, Oscar Mais- Isaac. Et voilà, et qui petit à petit commence à s'imposer. Et on voit la transformation. Ouais, c'est vrai qu'on la voit. Et plus le temps passe dans le film, plus il arrive à s'imposer en tant que personnage. Ah oui, en tant clairement. voilà, et ça, Et jusqu'aux scènes de combat qui sont pas tout le temps, Ouais. mais finalement où étonnamment Timothée Chalamet s'en sort super bien. ouais. Quand même, ça doit pas être facile à jouer. Et c'est vrai que même là, on voit que le personnage a pris en grade au fur et à mesure du film, où au début, il n'a pas forcément envie, mais à la fin, en étant obligé. Après, un autre truc, j'ai bien aimé toutes les références. Il y a des références spirituelles et des références artistiques aussi. C'est-à-dire. Il y a notamment tout ce qui est lié un peu à dans la religion islamique, par exemple, on parle de Mahdi, on parle aussi de Messie, Oui. par exemple. À pas confondre avec Lionel Messi, on est d'accord. Non, à pas confondre. Merci. On parle pas de milliardaire. Mais Je suis bon. obligé, je suis désolé. Mais voilà, il y a beaucoup de références religieuses, qu'elles soient chrétiennes, qu'elles soient. Et moi, je suis qu'elles passé soient à côté islamiques. complètement. Moi, je pense que, tu vois, c'est un élément qui est assez récurrent dans le bouquin. Oui, mais dans le bouquin, je le ressens, mais je le ressens pas comme une... Enfin, je le ressens comme quelque chose de créé de toutes pièces. Je le sens pas comme des références. En fait,
Tu vois, quand on utilise un vocabulaire arabophone, par exemple, pour le désigner, etc., Ouais. ce vocabulaire, il a un sens, tu vois. Ouais, j'imagine. Et en fait, bon, moi étant arabophone, ça me parle, Ouais. tu vois, donc voilà. Et j'ai trouvé ça, par exemple, où le père Atreides meurt, tu vois, c'est un peu une... On vient de spoiler c'est le ça. film. Ah, purée, mince. Non, Fallait attends, regarder celui de Lynch, c'est pas grave. Attends, il faut... ouais, bon. Bah, il y a vraiment un truc qui me rappelle la Pietà, tu vois. T'as des références artistiques comme Ouais. ça aussi qui ressortent. Je trouve ça très beau. Puis voilà, même l'univers, tu vois, tu vois le désert qui est interminable Et avec ce que je ces trouve espèces fou, de créatures. C'est que ces espèces de... dans le premier, donc toi t'as pas vu celui de Lynch, mais Ouais. celui de Lynch il est très rouge. Ouais, Et finalement, je trouve que celui-ci est beaucoup plus dans des couleurs froides. ouais, Et le désert en semble pourtant plus aride, je trouve. Enfin, finalement, c'est parce qu'il utilise ces couleurs-là que quand ils sont dans le sable, ça prend vraiment une autre envergure. Ouais. On voit vraiment le sable comme un vrai danger c'est ça. qu'on voyait pas faire vraiment dans celui de Lynch. Donc bah regarde-le celui de Ouais. Lynch, de toute façon faut le voir, mais tu pourras comparer les deux. Je trouvais ça marrant de comparer les deux finalement. Mhm. Il y a autant d'années qui les séparent, forcément il y a un Ah, fossé oui. entre les deux. Mais c'est vrai que la colorométrie c'est tout bête, et je trouve que Villeneuve l'utilise vachement mieux, et je sais que pourtant c'est ce qui a un peu divisé les gens dessus. Et j'ai pas trop compris pourquoi, parce que je trouve que visuellement c'est une claque ce film, il est Ouais. génial quoi. Ouais, mais les plans sont magnifiques. Mais les plans sont magnifiques. Et là où il y a souvent des choses qui marchent pas au cinéma, c'est les vaisseaux. Ouais. Et là, je trouve qu'ils marchent trop bien. Ils sont super bien faits, les vaisseaux, que ce soit gigantesques comme les plus petits, qui ressemblent un peu à des libellules, Ouais. j'ai oublié le nom, mais ça marche super bien, je trouve ça super fort, et ça fait pas faux. Parce qu'il y a un truc, je pense que c'est parce qu'il y a un truc un peu rustique dedans. Et en Ouais, fait, peut-être. ça donne un truc un peu plus vrai. Ah, c'est possible, hein. Tu vois, par exemple, tu vas dans un aéroport, tu vois un avion qui décolle, tu vois que l'avion, bon, même s'il est dans un état parfait, tu sens qu'il y a, genre, c'est pas une publicité, tu vois, c'est un truc qui est quand même influencé par son environnement, tu sens, tu vois, Et tu penses que Villeneuve a réussi, du coup, oui, il a réussi à faire ça, mais il avait réussi à faire ça dans Blade Runner aussi. Putain, avec Blade Runner, c'était... Moi, j'avais préféré la première partie de Blade Runner, L'original? l'original, Bon, bien entendu, bon. que le second. Mais c'est vrai que visuellement, c'était quand même une vraie claque aussi, Blade Runner. Enfin, les deux, c'était une claque. Et on connaît sa patte, hein. On Ouais. la voit, la patte de Villeneuve, quand même, Clairement. dedans. Ma seule déception, c'est le Baron. Oui. Le Baron Harkonnen. Pourquoi? Bah, parce que justement, Lynch. Et ça, c'est la seule chose. Alors, c'est ça qui est bête. C'est la seule chose qui est réussie dans le film de Lynch, à mon avis, qui correspond plus au bouquin. Il est vraiment plus crade, le Baron. Ouais. Et là, je le trouve, je sais pas, tout lisse, quoi. Il est pas, à la base, il est dégueulasse, quand même. Ouais. Et là, il transpire pas quelque chose de sale, de machiavélique. Ah, moi, j'ai j'ai trouvé l'impression qu'il- qu'on voit un gros dépressif, quoi. Non, moi j'ai trouvé qu'il avait quelque chose de ça, comment il mange et tout, Ah ouais? quelque chose de vraiment Bah, c'est trash, tellement là-dedans, beaucoup plus poussé dans celui de Lynch, Ouais. où il a vraiment des pustules, il est dégueulasse. Vraiment, le personnage, quand tu le vois, t'as envie de Ouais, vomir, mais quoi. c'est grave. Alors que là, tu te dis, bon, c'est juste un gros qui se baigne dans le pétrole, quoi. Sans vouloir faire de la grossophobie, c'est juste que le personnage est imposant. Ok, et bah écoute, je vais donner mon premier film, alors. À Allez. part si t'avais encore quelque chose à dire sur Dune. Non, je pense On est tout on bon a bien fait le petit, non, un petit On a fait tour. un petit tour sympa. Bah moi, c'est Matrix. Matrix 4. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont pas aimé. Tu l'as vu? Non, pas encore, Voilà, hein. ok. Parce qu'on était censé le regarder ensemble On et était que, censé tu le voir, m'as, et que tu m'as laissé tomber. Je suis désolé. J'ai voulu le voir le plus vite possible. Donc du coup, je l'ai vu le lendemain de sa sortie. Donc Matrix 4 de Lana Wachowski, parce qu'il n'y a plus Lily. Ouais. Elle est toute seule, avec Keanu Reeves et Carrie-Anne Moss, évidemment. Et c'est presque le dernier film qui est sorti en 2022, finalement. En 2021, Ouais. pardon. Parce qu'il est sorti le 22 décembre. D'où le 22. J'en ai parlé dans le dernier épisode, donc je vais aller relativement vite. Déjà, ce film, je l'aime parce que il casse les codes. J'en dis pas plus, parce que Ouais. tu l'as pas encore vu. Il casse les codes. Que Lana, elle sauve ses personnages. Elle les sauve aussi bien dans le film que face à Warner Bros. Je m'expliquerai après si tu veux. C'est beau, le film est beau. Franchement, visuellement, il y a rien à dire. C'est techniquement, il est pas parfait, mais il colle à ce que j'attendais. Ouais. Juste quelques scènes de combat qui sont pas exceptionnelles. Mais par contre, dans l'imagerie, dans ce qu'on attend de Matrix, franchement, je trouvais ça vraiment canon. Et je pense tout simplement que c'est encore une fois avant-gardiste, quoi. C'est-à-dire que à l'époque, quand je suis sorti de Matrix 3, je l'avais détesté. Et finalement, quand je le regarde aujourd'hui, je l'adore. Ah ouais, Clairement, je me dis, il est immanquable ce film, il est trop bien. À l'époque, j'étais déçu. comment ça se fait? Bah parce que je trouve que ça marchait pas avec le premier. Peut-être aussi parce que le premier était sorti des années avant. Ouais. Et donc du coup, il y avait eu trop de temps entre mes deux visionnages. Ouais. Mais aujourd'hui, quand je regarde la saga en entier, que je vois 1, 2, 3 dans la même semaine, on va dire, bah ça prend beaucoup plus de sens. Ok.
Alors qu'à l'époque, il y avait des trucs que j'avais peut-être loupés, des choses que j'avais oubliées quand j'étais sorti de la salle de ciné, mais j'étais dégoûté, quoi. Puis c'était pas aussi facile d'aller sur internet, de regarder sur Netflix l'épisode 1, tu vois, de se rappeler de pourquoi, comment. Donc j'étais juste dégoûté. En le revoyant plus tard en DVD et aujourd'hui en streaming, par exemple, bah les trois, en fait, ça fait hyper sens. Et je mets Animatrix dedans aussi, parce que Animatrix, pour moi, elle est incontournable. Ouais. Et donc là, moi, j'ai fait ça, cette fois-ci. J'ai regardé 1, 2, 3, 4. 1, 2, Animatrix, 3, 4 même, pour être Plus précis. plus précis. Voilà. Et finalement, le 4, eh ben, il correspond à ce qu'elle devait faire. D'accord. C'est-à-dire que Warner lui a mis la pression pour faire un Matrix. À la base, elle voulait pas le faire. Mais elle voulait pas non plus que ce soit une autre personne qui le Bah oui, fasse. parce que c'est un peu son... C'est son bébé. Et donc du coup, elle a dit, ok, je vais le faire, mais à mes conditions. Et elle l'a fait. Et en gros, elle dit à Warner, bah regardez, je vous en mets plein la gueule dans le film. Je dis pas plus. Et je sauve mes personnages. Et ça va aller à l'opposé de ce que vous attendez. On va pas faire du reboot, on va pas faire du fan service. On va aller à l'opposé de ça. Et je pense que c'est ce qui divise les gens aujourd'hui. Les ans. Ouais, je reviens un petit coup là parce que le son est vraiment dégueulasse. Je suis désolé. On a eu un petit problème avec notre ami Carlo sur l'enregistrement et j'ai eu du mal à corriger tout ça. Donc j'ai fait ce que j'ai pu. Je voulais juste m'excuser parce que bah ça m'énerve moi-même. Voilà. Déjà quand je monte, je dois réentendre ma voix. J'ai envie de me casser la gueule. Mais alors si en plus le son est dégueulasse, eh ben ça fait quand même chier. Donc j'espère que ça vous gêne pas trop les copains, mes petits geeks et mes petites geekettes. Parce que bon, bah quand même c'est pour vous que je fais ça, donc si le son est pas top, je suis désolé. Désolé. Et c'est aussi pour ça que ça a mis autant de temps à sortir ce foutu épisode. Bisous bisous. Et je pense qu'il est pas encore compris, mais que dans 5 ou 10 ans, il sera Plus apprécié. plus apprécié. Pour l'instant, il l'est pas encore et c'est bien dommage. Bah, je te dirai quand je le regarde. Franchement, mate-le. Et je pense que c'est un film de cinéma. Ok. Regarde-le pendant qu'il est en salle. Il se regarde sur une télé. Ouais, mais Mais en évite, salle, quoi. c'est mieux. En salle, c'est vraiment mieux. Matrix 4 de Lana Wachowski dans mon top. On passe à ton deuxième? Ouais. Alors, c'est The Power of the Dog. C'est ça. Bon, Alors, c'est pas un film cinéma, c'est pas un film cinéma, c'est un film Netflix qui vient de sortir. Absolument. Enfin, il y a 1 mois et demi. Ouais. Très très bon film, qui d'ailleurs a gagné pas mal de prix. Alors, j'ai vu qu'il ça, avait gagné le Lion d'Or de la Mostra de Venise. Ouais. Ouais. C'est... De Jane Campion, avec un cast qui est plutôt cool. Ouais. Parce qu'on a Benedict Cumberbatch. Tout donc, à fait. Doc Strange. Yes. Kirsten Dunst, donc Mary Mary Jane. Jane. Et Jesse Plemons, que je connais pas, je dois bien avouer. Je vois pas à quoi il ressemble. Alors, je trouve que Jesse Plemons, qui joue un jeune... Bon, j'ai pas envie de spoiler le film, mais qui joue un... Ah, moi, je te dis tout de suite, ce film, j'en ai pas entendu parler. J'ai vu aucun film de Jane Campion, donc je sais pas ce qu'elle vaut. Donc là, vraiment, pour le coup, va falloir que tu me vendes le film, parce que là, je sais pas de quoi ça parle, mais Alors- de A à Z, je connais rien. Alors, parce que, ouais, j'ai pas trop envie de spoiler le film, mais en fait, ça se passe un peu dans un contexte un peu western. Oui, j'ai vu l'affiche. Ouais. Bon, on voit un mec dans un décor plutôt aride, je pense, Ouais, avec tout à un fait. chapeau de cow-boy, quoi. Qui est Benedict Cumberbatch, et qui a un rôle qui est assez similaire un peu à ce que tu peux retrouver chez Clint Eastwood. Ah, ça m'étonne pas. Voilà, il y a vraiment ce triangle entre Kristen Dunst, lui, et Jeremy... Jesse Plemons. Jesse Plemons, ouais. Donc il y a un contraste, en fait, si tu veux, entre Jesse Plemons, qui est plutôt un jeune homme qui ne correspond pas du tout à l'idéal masculin du western, enfin du Ok. western de l'époque, qui a un côté un peu plus artistique, mais Ah, il est vraiment en dehors de ce qu'on émotionnel, attend tu d'un vois, western, quoi. exactement. Alors que tu as de l'autre côté Benedict Cumberbatch qui est L'homme. vraiment l'homme, voilà. C'est l'homme qui parle à tout le monde comme de la merde, qui respecte rien. Ah, c'est marrant parce que tu vois, moi j'aurais bien vu Cumberbatch dans l'autre type de personnage. Et ben là, justement, c'est ce qui est intéressant dans son rôle dans le film, c'est que il est comme ça, il joue super bien ce rôle-là, et tu vas avoir une transformation des personnages en général dans ce contexte-là. C'est encore une fois un film qui brise les codes, c'est encore une fois un film qui fait poser beaucoup de questions. Donc voilà, je vous incite à le regarder. Donc Power of the Dog sur Netflix. Tout à Qui est fait. sorti le 1er décembre. Ok, super. Moi j'irai voir en tout cas. Pas en salle du coup. Pas en salle du coup, sur Allez, Netflix. sur l'écran. Mais tu sais quoi, franchement, on va parler un peu de Netflix. Pour moi, il y a des choses que je trouve super bien avec Netflix, mais il y a des moments où je me dis ça devrait être en cinéma. Ouais, je suis d'accord. Cette année,
Donc il y a celui-ci, que j'ai pas vu, mais que du coup j'ai envie de voir. J'ai vu les Mitchells contre les machines. C'est un Ouais. dessin animé, je sais pas si tu l'as vu. Non. Mais il est magistral ce film. ouais, à ce point-là. Mais vraiment. Et j'aurais aimé le voir en salle, tu vois. Ça fait penser un peu à Tempête de boulettes géantes. C'est les mêmes qu'on fait. Ouais. T'as envie de le voir sur un grand grand écran. écran. Et il y en a un autre que j'ai vu sur Netflix. Love and Monsters. Alors Love and Monsters, si tu l'as pas vu, c'est Zombieland, mais avec des monstres. Ok. D'accord. Et ce film, les effets spéciaux, je les ai trouvés vraiment super cool. L'histoire, elle est ce qu'elle est, mais tu passes un vrai bon moment devant. D'accord. Et je l'ai vu sur ma télé. Bah, si tu veux, je suis dégoûté en fait, parce que j'aurais voulu le voir au Cinoche. Et je le vois sur Netflix. Et je me dis, Netflix, je pense que ça peut diviser ce que je vais dire, mais est-ce que Netflix ferait pas bien d'ouvrir une salle de cinéma dans des grandes villes? C'est-à-dire une salle de cinéma Netflix, à Paris, imagine. Enfin, moi, en tout cas, j'en rêverais de ça. Ou, quand ils ont un film qui sort sur leur plateforme, tu peux aller le voir au cinéma, genre pendant 2-3 semaines, tu vois, je sais pas, mais Ouais, lui genre donner si une t'as un chance. abonnement Netflix, tu peux y accéder ou un truc comme ça. Ouais, même payer ma place, moi je m'en ouais. fous, je la paye ma place, tu vois, mais j'ai envie de le voir dans des conditions de cinéma et pas forcément chez moi. Et je sais pas, moi je pense à ça, mais je dis de la merde quand je dis ça. Ouvrir un cinéma Netflix, je pense que Non, mais les au autres moins- cinémas seraient dégoûtés. Au moins qu'il y ait des cinémas qui puissent diffuser, par exemple, des Bien sûr, productions en Netflix, accord tu avec vois, Netflix, ouais, exactement. tu fais des films, mais faut le faire parce que je pense que ça se fait. Ouais. Il y en a certains qui doivent être en avant-première dans certains cinémas. C'est possible, c'est possible. Mais c'est pas assez, c'est pas pour le grand public, tu vois, et je pense que faudrait laisser une chance à ces films. Après, n'oublie pas quelque chose, n'oublie pas une chose, c'est que passer par une période de confinement, etc., Oui. etc., et forcément, ils n'ont peut-être pas conceptualisé leur film pour être diffusé Alors, sur un grand écran. Justement, celui-ci, Love and Monsters, à la base, il devait être au cinéma. D'accord. Et c'est parce qu'il y a eu cette pandémie. Moi, j'adore cette période, la pandémie, c'est vraiment génial. J'ai envie de me tatouer un petit Covid quelque part, parce que je trouve ça vraiment trop cool. Évidemment, c'est du sarcasme. Hein. Et du coup, à cause de ça, il n'a pas été en salle. Mhm. C'est pas un film Netflix à la base, je crois pas. C'est un film qui a été acheté par Oui. Netflix. Par contre, les autres, celui dont tu me parles, il me semble que c'est Ouais, vraiment c'est un une film. production Netflix. C'est une production Netflix. C'est dommage, tu vois, puisse pas avoir une chance de le voir autrement. Et je pense pas que là, la conjoncture fasse qu'on l'aurait vu sur une salle autrement. Après, on fait avec ce qu'on a, quoi. Ouais, bah oui. Mais c'est dommage. Dieu merci qu'on ait au moins des films qui soient sortis au ciné Ouais, cette bah année. ouais, C'est vrai que grave. On en a eu beaucoup. 2020, c'était une catastrophe, par exemple. 2020, c'était une catastrophe. On s'est rattrapé sur 2021. Puis ça se voit un peu dans notre top déjà, là. On a quand même des gros films. On a Ouais. eu fin d'année de 2021, là. Ça a été C'est vrai quand qu'ils même, ont carburé. Ils ont carburé. Et donc, je vais passer à mon film, mon deuxième film du top ciné. Et donc, moi, c'est Annette. Je sais pas D'accord. si tu l'as vu. Annette de Léo Carax. Ok. Sorti en juillet. Donc il est sorti, c'était encore un peu la mierda dans les cinémas ça. à ce moment-là. Hein. Avec Adam Driver, Ok. Marion Cotillard. Ok. Bon, ouais, Marion Cotillard. Bon, on se souvient toujours de sa mort dans Batman. Parle pas de choses qui fâchent, mon Carlo. Et ce n'est pas un spoiler, Non. vous l'avez tous Putain, vu. ouais, c'est clair. Et c'est sur une musique des Sparks, et c'est important de le dire parce que c'est un film musical. Ok, C'est pas une comédie musicale. c'est un film. C'est un film musical. Donc Annette, on n'en a pas parlé dans le podcast, donc je suis assez content d'en parler. C'était pendant petite pause travaux dans l'appartement où je pouvais pas enregistrer. Et pourtant, ça a été vraiment une méga claque pour moi cette année, aussi bien visuellement, que vraiment ça a été une mise en scène incroyable. Il y a vraiment rien acheté dans le film. On a un couple, Anne et Henry. J'essaye de le faire un peu... Henry. Donc lui, il est dans le stand-up. Ok. Et elle est cantatrice, et c'est deux stars, c'est vraiment deux grandes stars. Et ils vivent une idylle, ils sont amoureux, tout se passe bien, jusqu'au jour où ils ont un enfant ensemble qui s'appelle Annette. Et là, ça part en couille. Clairement, le couple, alors lui, c'est un peu le comique qui, dans la vraie vie, est clairement pas drôle. Ouais. Et elle subit un peu sa relation avec lui. Tout ça sur fond de musique, comme elle est quand même dedans. Et on a un troisième personnage qui est joué par Simon Helberg. Tu vois qui c'est, Simon Helberg, ou pas? Non. Howard, dans Big Bang Theory. Ok, d'accord. Ok, Alors, ok. ce mec-là, ok, je ouais. l'attends nulle part, on est d'accord? Franchement, hein. Et dans le film, c'est lui qui m'a sorti les pires émotions. Mais c'est hallucinant. C'est-à-dire qu'il est chef d'orchestre, Ouais. il est amoureux d'une femme, Ouais. qui est la femme de Henry. Donc lui, il peut pas être avec. Et il y a une scène où on le voit en chef d'orchestre, pendant un morceau. À ce moment-là, il dégage des émotions, mais la colère, la tristesse, la nostalgie, l'amour. Enfin, tu vois vraiment tout ce qui dégage sur une scène comme ça, où il y a la caméra qui est très proche de lui, qui est sur son visage. Et juste comme ça, c'est là où tu as le plus d'émotions dans le film. Et vraiment, tu pleures. Ouais. Mais tu pleures. Et ce mec, je l'attendais nulle part. Et finalement,
je me dis ok, lui il mérite une carrière au cinéma, part de Big Bang Theory. Bref. Et donc ce film, vraiment, c'est pas une comédie musicale, hein, vraiment, je Ouais, tiens c'est à un préciser. film Et musical. c'est un film musical et les musiques sont signées par les Sparks. Alors je sais pas si tu connais ce groupe. Non. C'est vraiment un groupe. Il y a un documentaire qui est sorti il y a pas très longtemps, je t'invite à regarder aussi Ouais. sur les Sparks. Pour moi, c'est un des plus grands groupes. C'est quoi comme style de musique? Genre, j'aurais envie de dire pop bêtement, quoi. Mais D'accord. oui, si, c'est ça. C'est de la musique qui est assez accessible Ouais. pour tout le monde. C'est pas hyper pointu, mais c'est vraiment de la qualité. En tout cas, quand tu les écoutes, il y a vraiment une résonance qui est propre qu'à eux. D'accord. Ça mérite de s'intéresser à ce qu'ils font. Très bien. Et ça mérite de regarder surtout ce film parce que il est incroyable. Et je te dis vraiment, déjà, si t'aimes un peu le théâtre, Ouais. ça y fait penser souvent. D'accord. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des scènes très théâtrales dans des décors qui le sont tout autant. Ok. C'est-à-dire que le parti pris du film, c'est pas d'être dans le réel tout le temps. L'enfant Annette, c'est une poupée Ok. tout le long du film. Alors que eux, ils le voient comme une enfant. Ouais. Rien que ça, déjà, tu vois, c'est quand même un parti pris C'est ça. assez osé, mais ça marche à fond. Et moi, je suis allé le voir avec Margot. Elle a aimé tout autant que moi, et ça a été une vraie surprise. Et j'ai pas vu Titane, mais j'ai été surpris que ce soit Titane qui a eu la Palme d'Or et pas celui-ci. Parce que franchement, il mérite. Ok. Vraiment, vraiment, vraiment. Beaucoup d'émotions, beaucoup de choses. Voilà, la photo est parfaite. Faut voir Annette. En plus, Adam Driver, avec sa voix, là, Ouais. il en impose, ce mec, quand même. C'est noté. Ah ouais. Mais il a fait beaucoup de films cette année, hein. Parce qu'Adam Driver, on l'a vu dans... Alors, on l'a vu dans Annette. On l'a vu dans... Ah, il a fait 2-3 films cette année. T'as rien vu avec lui? J'ai pas trop vu de films de 2021 cette année, assez bizarrement. Parce que je suis pas allé au ciné à cause du... Ah ouais, bah oui, à Je cause suis de- pas trop allé du au ciné à confinement, cause du ça. confinement, tout ça, donc Bon, le seul truc que je lui reproche à lui, c'est vraiment Star Wars, quoi. Alors bah. que finalement... X. Ouais. X. Mais non, il a fait quoi comme film cette année, Adam Driver? Bon, bref. En tout cas, on l'aime, Adam Driver. Ah bah, je pense que c'est un de ces acteurs-là qui est encore pas apprécié à la hauteur de son talent Ah, je pense aujourd'hui qu'il- encore, Il commence. mais qui dans quelques années sera vraiment un... Ah, le dernier duel. Il a fait le dernier Oui, duel absolument, absolument, de Ridley Scott. de Ridley Scott. C'est quand même pas n'importe quoi. Ouais, c'est pas n'importe quoi. 2 heures. Ce présentateur de merde, il cherche ce foutu film avec Adam Driver et il trouve même pas House of Gucci. Ah bah oui, tiens, et si on passait à côté d'une grosse bouse. Bon, c'est une bouse. Fallait peut-être pas en parler. Bon bah, on va rester sur le dernier duel et Annette, finalement. Bisous bisous. Donc ouais, non, Adam Driver. Mais il a une gueule pas commune. Il a un charisme Il a hyper un charisme impressionnant. alors qu'il est peut-être, il est pas nécessairement beau, tu vois. Non, il est... mais comme Vincent Cassel est pas beau, alors Ouais, que c'est c'est ça. un Alors des qu'il acteurs dégage, les plus... il dégage quelque chose Ouais, c'est ça, d'incroyable. du tu vois. charisme, il a vraiment du c'est ça. charisme. Ouais. En plus, Adam Driver, avec sa carrure, il est impressionnant. Et quand il parle, moi, je trouve qu'il a une voix Ouais, incroyable. Une voix incroyable, je suis d'accord. Et là, comme il fait du stand-up Mm. dans le film, tu te dis, mais ok, je veux voir un spectacle de ce mec, en fait. Mm. Je veux être pris par lui, quoi. C'est ça. Annette, incroyable. On passe à ton troisième film. Et là, je pense que c'est un gros morceau. Ah oui, bah le geek que je suis, bien entendu, ne pouvait pas laisser passer No Way Home. Sorti le 15 décembre de John Watts avec Tom Holland, Zendaya et encore une fois Benedict Cumberbatch. Ouais. 2 films à toi où il y a Tout à fait. Benedict. Très grand acteur. Très grand acteur. Bon, c'est le deuxième film de la sélection d'aujourd'hui qui était aussi dans l'épisode précédent du podcast. Hein. Alors, je l'ai pas mis, moi, dans mes tops de l'année. Déjà parce que je me doutais bien que toi, tu Que le j'allais le mettrais faire. dedans. Et parce qu'en y repensant, moi, il y a quand même des trucs qui vont pas forcément. Toi aussi, j'imagine. Absolument. Ça va être cool de pouvoir échanger là-dessus. Moi, je le disais le mois dernier. Et donc, du coup, toi, explique-nous un petit peu pourquoi t'as aimé ce film. Qu'est-ce qui t'a plu dans Spider-Man No Way Home? Alors, ce que j'ai aimé dans ce film, bah déjà, on l'a vu ensemble. On l'a Donc vu ensemble. Ça, c'était. ça, On a c'était- applaudi ensemble. Ah bah. Et combien de fois? Oh là là. C'était plein d'émotions. C'était plein d'émotions. Et ça, c'est pas quelque chose que j'ai souvent. Ah, moi, c'est la première fois. Ouais. Ah, j'ai jamais vu ça au cinéma. Non mais tu vois, il y a ce truc, et c'est pas quelque chose que je peux oublier en fait, tu Non. vois. Ouais, c'est clair. Pas envie de faire de spoiler, mais Non, bah, c'est clair. Mais on peut dire que on sait qu'il y a des méchants qui reviennent. absolument. Et à chaque fois qu'il y a eu ces moments-là, la salle était dans un état incroyable. Il y avait cette ambiance, mais j'en ai eu les larmes aux yeux dans Ah, certains il y a des passages. moments où on devrait avoir les larmes aux yeux. Alors, on va reprendre Oui. du début. Mais c'est dur de pas faire de spoiler et de pas et de Ouais, c'est parler ça. de ça en fait. Donc du coup, ce film, nous on l'attendait, forcément, parce que Spider-Man déjà, Bah, je l'ai bien dit, Spider-Man exprès. J'ai rien spoilé, parle juste anglais. comprendra qui comprendra. Il y a les méchants, on a vu la bande-annonce où il y a Octopus déjà, on sait, il y en a d'autres qui reviennent, On entend le sait. bouffon vert. À chaque fois qu'ils arrivaient, alors qu'on savait qu'ils étaient là,
la salle a applaudi. D'autres personnages arrivent, sans spoil. On a applaudi de la même façon, c'était incroyable. C'était incroyable. Dans ces moments-là, on a vécu quelque chose, mais moi j'avais jamais vécu ça de ma vie. C'était magique. Maintenant, dans les moments où on aurait dû avoir des larmes, comme tu disais, je pense à la mort d'un des personnages. Bah là, je les ai pas eus. Oui. Moi, c'était pas à cette scène-là que je faisais référence. Oui, j'imagine. Mais c'est justement pour ça que j'en parle, parce que je me dis, c'est ce qui fait que moi, c'est pas dans mon top. Je comprends. Parce qu'il y a des moments où je trouve que la réalisation est ratée. Oui. Ça a été, mais vraiment, quand on est sortis, on était tous les deux comme deux gosses. Voilà. Mais vraiment, comme deux gamins, quoi. C'est la meilleure séance cinéma de ma vie, je pense. Mais vraiment, le problème, c'est que si j'avais vu ce film dans une autre ambiance, Ouais. chez moi, genre, sur ma télé, tout seul, Tu te serais dit, ouais, il y a quand même des couacs, quoi. ouais, franchement, Ouais. j'aurais pas kiffé le film de la même façon. Là, on l'a vu tous les deux, le jour de la sortie, enfin, Ouais, le ouais. lendemain, je sais plus. Le On a lendemain. fait la queue pendant je sais pas combien de On a temps. fait la queue, enfin. Et je pense que c'est ce qui a fait qu'on a aimé le film. Ouais. Mais scénaristiquement, c'est une purge. Enfin, je sais pas ce que t'en as pensé. Scénaristiquement, c'est quand même, c'est moyen, quoi. Écoute, c'est vrai que quand tu y penses, C'est chaud, non? spoiler alert, Ouais. Doctor Strange, ouais, bah tout ce qui est autour de... C'est dur, quoi. Ouais, c'est dur. C'est dur, Doctor Strange et même Spidey qui est hyper capricieux. C'est pas Pour- quelque chose que j'attendais, quoi. Pour rien. Pas grand-chose, Ouais, ouais. pour pas grand chose. Et finalement, bah ça, c'est ce qui fait le film. On attendait, c'est pas ce qu'on attend du film. Mais moi, finalement, en y repensant, je me suis dit, il y a un problème. Ça reste ma meilleure séance cinéma de ma vie. Ouais. Et du coup, c'est pour ça que je voulais en parler avec toi, parce que c'est vrai que On n'en a pas trop on reparlé. n'a pas depuis. trop reparlé. Mais voilà, moi j'y ai repensé, j'ai eu le temps de digérer le truc et finalement de me dire, est-ce que vraiment c'est un bon film? Bah moi, pour te dire la vérité, c'est pas une question que ce soit un bon film ou pas, c'est les émotions que ça m'a suscité. Ouais. Que ça m'a suscité, et pour le coup, j'ai rien à dire là-dessus. Voilà, c'était incroyable. C'était On est incroyable. ressortis comme C'était deux enfants, mais littéralement vraiment. incroyable. Ouais. On est sortis, mais vraiment, on avait un sourire idiot Ah bah, tous les deux, je crois. mais c'était dingue, tu Ouais, vois. ouais. Mais vraiment, c'est du fan service fois 1 milliard. Et mais alors, ça c'est la force du film, c'est de réussir à faire du fan service qui fonctionne et qui arrive à attraper tout le monde, parce que dans la salle, je pense qu'il y avait toutes les générations. Ah bah clairement. Il y avait toi et moi qui avons vécu, qui avons grandi sous. Bah, ce Tobey Maguire. Tobey Maguire, Ah, oui, on l'a dit, ouais. putain, mais c'est pas un secret, tout le monde le sait. On peut y aller. De toute façon, on n'est pas beaucoup en ce moment, on est entre nous là. Et figure-toi que j'ai réussi. Ce film m'a permis de mieux apprécier Andrew Garfield. Oui, je l'ai dit. Ah là là, ça y est, Allez, ça part. bon, Tu ouais. sais qu'ils sont en train de parler, alors, c'est des bruits de Oui, couloir, le couloir, ouais. mais ils parlent d'un Amazing Spider-Man 3. Mais franchement, en revoyant. C'est le seul qui a pas une trilogie. Bah oui, c'est le seul qui a pas eu une trilogie, alors que pourtant tout était fait pour qu'il en ait une. Je sais pas si t'as revu récemment. Amazing je les ai vus Spider-Man. l'année dernière. Je les avais regardés pendant le confinement Bon. 2020. C'est pas extraordinaire, c'est pas amazing comme l'entend le titre, C'est pas amazing. mais il y a quelque chose, tu vois. Alors, moi, il y a quelque chose que j'aime dans celui de Andrew Garfield, c'est les costumes. Oui. Je trouve que c'est les plus beaux. Absolument, oui, je suis d'accord. C'est les plus beaux costumes. Les poses qu'il prend, je trouve que vraiment, c'est lui qui fait le meilleur Spider-Man Oui, je suis dans d'accord. l'attitude. Je suis d'accord. Par contre, c'est une chialeuse. C'est-à-dire que Andrew Garfield, tout le long du film, il chiale. Et il me saoule. Mais vraiment, il m'énerve. Mais ça, c'est pas à cause de lui, je pense que Non. c'est à cause du réal. C'est à cause du scénario, du réalisateur. C'est quelque chose qui fonctionne pas sur Spider-Man, je trouve. Qui pleure de temps en temps. Mais bien sûr, il n'y a pas de problème. Surtout que, attention, gros spoiler encore une fois, mais bon, c'est un film qui a Ouais, 15 allez. ans. Quand Gwen meurt, De toute c'est façon, normal qu'il pleure. n'importe qui connaît un minimum de choses sur Spider-Man sait que Gwen Stacy meurt. On est d'accord. Allez, voilà. Mais dans le film, ça, ok. Mais il pleure pour un rien. Ouais. Il est pas aussi désinvolte que devrait l'être Spider-Man. Ouais. Il est pas aussi farceur que devrait l'être Spider-Man. Là, je trouve que Tom Holland a joué Ouais, a ouais, très ouais. bien joué ce côté-là, tu vois. Le seul problème que j'ai avec Tom Holland, c'est quand je le vois, je vois pas Peter Parker, je vois Ouais. Tom Holland. Je suis d'accord. Quand il est en Spider-Man, c'est très cool, mais quand il est en Peter Parker, Tu sais pourquoi? Parce qu'il est Je très le jeune. trouve- Il est très jeune. Ouais, Ça je fait pense. tout de suite très jeune, tu vois. Ouais. Alors que, tu vois, même dans les comics, quand tu lis, on va dire, les premières avec Steve Ditko au dessin et Stan Lee au scénar, même s'il est censé être adolescent, tu ressens quand même une certaine maturité. Là, tu sens que vraiment mais même dans le physique. Oui.
Quand tu le regardes avec ses lunettes, déjà, normalement, Ouais, on dirait un jeune adulte, on quoi. dirait un jeune adulte, ouais, avec ses petits pulls, C'est ses ça. surchemises et tout. Là, tu Petit pull vois... sans manche, Peter Parker, Oui, normalement. exactement, petit pull sans manche, c'est exactement ça. Là, tu regardes Tom Holland et tu dis, ouais, mais en fait, c'est vraiment un gamin un petit gosse de lycée que tu peux croiser. Et parce qu'ils ont voulu mélanger, je pense, Miles Morales Ouais, dans tout à Peter fait. Parker. Ouais, Ils ouais, ont voulu ouais, faire un ouais. mix Et des c'est deux ça, et ils ont c'est pris ça. Tom Holland. Finalement, ça marche un peu, mais c'est un peu dommage d'ailleurs qu'il n'y ait pas eu, encore une fois un spoil, hein, qu'il n'y ait pas eu Miles Morales dans celui-ci. J'aurais bien aimé voir. Tu sais ce qui est vraiment dommage, moi, je trouve, c'est même pas parce il y a eu une référence à Miles Morales. Ah bon, je passe à côté. Electro, quand il dit, bon, on fait du spoil. Ouais, vas-y, vas-y. T'inquiète pas, on fera ça en montage. Mais quand il dit, Peut-être pas, hein. quand il dit à Andrew Garfield, ouais, t'es du Queens, tu aides les gens, tu portes un costume, j'aurais juste cru que t'étais noir. Et je pense qu'il y a un Spider, genre, j'espère Ah bien bah qu'il y oui, a c'est sûr, c'est un Spider-Man dans clin le monde d'œil. tu vois, bien entendu. Ah, j'ai complètement oublié cette Ah bah phase. moi ça m'a marqué Ah parce que ouais, justement stylé. ça m'a fait sourire parce que tu as Et d'ailleurs, on va continuer dans le spoil, on s'en fout, mais au moment où Ned ouvre la première porte et qu'on voit Andrew Garfield arriver, parce que c'est Andrew Garfield le premier Spider-Man à apparaître, bon, c'est un peu facile. Il nettoie le plafond, c'est marrant. Bon. Il continue, il ouvre la porte à Toby, qui est pas déguisé, qui est pas en Spidey, il est en Toby. Enfin, il est en Peter Parker, quoi. Et il se dit pas, tiens, je vais continuer pour trouver mon pote, quoi. J'ai trouvé ça scénaristiquement, je trouvais ça chelou quand même, parce qu'il a juste à ouvrir une troisième porte et potentiellement il peut retomber sur son copain, quoi. c'est ça. Et non, il faut que ce soit les deux autres Spider-Man qui lui disent, bah, il est peut-être sur un toit, enfin, il est peut-être, où est-ce qu'il irait, réfléchissez. Après je trouve que ça a été C'est une facilité scénaristique que j'ai trouvé vraiment un peu bébête, quoi. ouais, mais la manière dont les deux qu'ils arrivent sur Oui. Ouais, non mais voilà quoi, tu pouvais pas juste ouvrir un portail et faire en sorte que les deux arrivent comme ça. Non, bien on est sûr, mais complètement en en train de fait, spoiler le j'aurais film. juste voulu qu'il ouvre un troisième portail pour voir son pote, finalement, ça Ouais. aurait été plus logique. Et non, finalement, il le fait pas. Il lui trouve les deux. C'est les deux seuls acteurs qui ont fait ce rôle-là, et donc du coup, ça se termine là. Je trouve ça un peu dommage. Bah moi, tu sais ce que je trouve dommage, Dis-moi et tout. ça je sais que beaucoup ne seront pas d'accord avec ça, c'est que le bouffon vert de Amazing Spider-Man n'est pas fait... Ah ouais, moi c'est surtout, j'aurais aimé que ce soit pas Willem Dafoe, mais que ce soit son fils, Harry Osborn. Harry Osborn. Ok. Parce qu'il est dans les Spider-Man avec Tobey, et normalement, lui, il est encore vivant. Non, Bah si, Willem Dafoe, il est mort normalement dans le premier. mais Harry Osborn il est mort aussi. Il meurt dans lequel? Dans le 3? Dans le 3. Putain, j'ai oublié. Le 3 est tellement, je le mets tellement jamais. Il est pourri, mais c'est Venom qui le tue. Ah ouais, ah, peut-être. En tout cas, j'aurais préféré que ce soit lui, moi. Je sais pas pourquoi, que plutôt que Willem Dafoe. Après, Même si il faut historiquement, Willem Dafoe, c'est celui que tout le monde a retenu, parce que le premier Spider-Man, c'était quand Voilà, même la c'est folie. lui. Mais tu vois, par exemple, je trouve que le bouffon vert de Amazing Spider-Man était aussi très intéressant. Il est très différent, c'est pas du tout le bouffon vert qu'on connaît, Non. mais c'est un personnage on le voit pas trop, tu vois, il a juste la scène de Gwen Stacy et tout Bah, il ça. a vraiment que ça, finalement, en vrai. Mais c'est quand même un personnage qui sombre dans la folie, qui se sent lésé par Spider-Man parce qu'il ne l'a pas aidé, en fait. Mais d'ailleurs, en parlant d'Amazing Spider-Man, dans le No Way Home, j'ai trouvé ça encore un truc qui me déplaît. Je suis désolé, putain, j'adore ce film parce qu'on a vécu vraiment un moment, mais je peux pas m'empêcher de trouver des défauts. Le lézard, il est dégueulasse. Ouais. Il est plus dégueulasse que dans celui d'Amazing Spider-Man. Il est horrible. C'est chaud quand même, hein. Dieu merci qu'il n'apparaît pas trop dans le film. Ouais, c'est clair, hein, mais enfin, j'ai trouvé ça. Même quand il parle, tu vois, ça a pas l'air... Ah, ça très- bouge là, c'est pas beau, hein. C'est dommage, tu vois, c'est. Comment ça se fait qu'ils aient pas pu faire plus d'efforts que ça au niveau des effets spéciaux, quoi. L'homme sable, on dirait de la terre. Mm. Il est pas beau non plus, tu vois. Enfin, les effets spéciaux, il y a des bonnes idées de temps en temps. Il y a une scène de Spider-Man où on le voit sur les câbles électriques Ouais. quand il est dans la forêt. là. Ouais. Ça, c'est canon. Ouais. Il n'y a pas assez de scènes comme ça, alors que c'est des scènes qui sont pourtant, je pense, plus faciles à mettre en place. Il y en a pas beaucoup. Tout le reste, je trouve, ça fait vraiment faux. La statue de la liberté, elle est pas belle. Tout ce combat là, les interactions entre eux, je les trouve trop cool. C'est-à-dire que les Ah trois bah, Spider-Man. c'est la magie du film. Non, mais quoi. quand ils parlent d'étoiles, c'est trop drôle. Ouais. Quand ils font des références à leur propre histoire à chacun, je trouve ça vraiment très bien amené. J'ai vraiment bien aimé les interactions entre les personnages. J'ai vachement moins aimé graphiquement. Enfin, à aucun moment, j'ai l'impression qu'ils sont vraiment sur l'île où il y a la statue de la liberté, tu vois. Ouais. Mais après, parce que c'est un chantier, parce qu'il y a Ouais, tout mais ça. même le mais- chantier, enfin, je trouve pas vrai, quoi. Ouais. Je trouve pas que ça donne quelque chose de concret. Déjà, comment ils sont arrivés là? Parce que mon Spider-Man, il a beau avoir des toiles, je pense pas qu'elle aille aussi loin. Enfin, si on part de... Je sais pas si t'as déjà vu Portail. Manhattan. Ouais, Portail, ouais. Mais non, c'est pas Ned qui les emmène. Bon, on sait pas. Et- C'est pas indiqué. Mais non, c'est pas indiqué, ouais. Ils sont là.
Donc tu peux, Ils sont peut-être venus en ferry. ils sont peut-être venus en ferry, ils sont allés à la nage, mais C'est ouais, c'est génial qu'ils possible que soient ce venus en soit Ned qui l'ait fait, quoi, tu vois. Genre. Ouais, je sais Non, pas. ça, pour moi, c'est Je me pas- rappelle pas s'ils sont ensemble à ce moment-là avec Ned. Non, eux, ils sont restés à Ah oui, ils sont l'intérieur restés à pour l'intérieur. garder. Mais je me rappelle, ouais, juste avant qu'ils arrivent sur l'île, ils étaient avec Ned. Mhm. Ok. Il faudra qu'on le revoie. Il est peut-être trop loin déjà dans mon esprit, tu vois. Ouais. Mais bon, bref, je casse du sucre sur ce film, alors qu'en vrai, j'ai adoré cette séance, c'était tellement dingue. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que tu dirais, toi, à quelqu'un qui l'a pas vu? Est-ce que tu lui conseillerais d'aller le voir Oui. sur Netflix, si Non. un jour, voilà, ou faut le voir maintenant au cinéma, quoi. Cinéma. Clairement, hein. Mais j'ai peur qu'aujourd'hui, l'engouement soit déjà descendu, quoi. Bah, en fait, Les gens qui vont ça, le voir aujourd'hui, c'est pas les gens qui sont allés le voir au tout Bah, début, qui étaient les fans, quoi. malheureusement, j'ai des amis à moi qui sont fans, qui n'ont pas pu y aller pour raison de Covid ou quoi que ce soit, qui Mhm. n'ont pas pu Qui se assister aux rattrapent premières aujourd'hui. séances, qui se rattrapent aujourd'hui. Mais encore une fois, on est tout aussi coupables. Et généralement, ces gens-là, ils ont un compte Instagram, Ouais, et tu ouvres Instagram, et t'as 100 milliards de spoilers qui sortent, ouais, c'est clair. et c'est le truc à pas faire, quoi, tu vois. Ouais, c'est clair. Moi, j'ai vraiment eu de la chance parce que j'avais fait en sorte de pas être spoilé. J'avais fait exprès de bloquer tous les trucs en lien avec... Tu sais que moi, je me suis fait spoiler SOS Fantôme. C'est horrible. Et je me suis fait spoiler, même pas à cause d'Instagram, je me suis fait spoiler à cause de figurines. Donc j'en dirai pas plus, Oh là là. pour pas spoiler les gens qui l'ont pas vu. Mais en gros, je vais chez Album, que je les aime chez Album, je fais de la pub gratos. Allez chez Album. Et je vois des figurines, je vais pas dire de qui, mais Ouais. je vois des figurines, et donc du coup, j'ai su ce qui se passait dans le film. Et je suis dégoûté. Ça me rappelle un truc aussi des figurines chez Album, ça. C'était quand Star Wars épisode 1 était sorti, donc j'étais tout petit. Ah ouais, grave. Bon, 99. On se doutait tous que Palpatine allait être l'empereur. Il y avait rien d'officiel. Et en fait, je me rappelle qu'il y avait une série de figurines Star Wars avec les personnages avant, après, tu vois, tu tires une espèce de languette et ça te montre, voilà, ça te fait une espèce de avant-après. Mhm. Et t'avais la figurine de Palpatine, et comme un imbécile, j'ai tiré, et j'ai vu que c'était l'empereur, et depuis, je savais que c'était... Aïe, aïe, aïe. Ah, c'est dur. Ouais, tu vois, ça fait partie de ces trucs que t'oublies pas, Ah, c'est clair. généralement. Tu sais quoi, j'écoute pas mal de podcasts, Ouais. et il y en a un qui parlait de Harry Potter. En gros, le présentateur explique que lui s'est fait spoiler le livre, le 7e livre, quand il est sorti, par M6, parce que les mecs disaient « On vous rassure, Harry Potter ne meurt pas dans ce livre. » Sur M6. S'il te plaît, quoi. Quand j'ai entendu ça dans leur podcast, là, je sais plus dans quel podcast j'ai entendu ça, je sais plus si c'est Fréquence 9 3/4 ou si c'est le podcast. Et le mec, quand il te dit ça, t'as envie de leur dire, mais putain, mais pourquoi vous faites ça, quoi? Fermez vos M6, gueules. quoi. Mais grave, c'est chaud de se faire spoiler par la télé, quoi. Pff, quand un truc sort, tu peux plus rien écouter. Le respect est mort. Le respect est mort. Ok, donc du coup, Spider-Man, No Way Home. À voir au cinéma, À donc voir c'est au maintenant, cinéma. quoi. Faut vraiment que les gens, ils se bougent tout de suite. Voyez-vous. Ou sinon, faut qu'ils aillent, faut qu'ils fassent leur propre cinéma C'est chez ça, eux, chez qu'ils eux, invitent allez. 25 personnes et qu'ils applaudissent tous, quoi. Ça le ferait. Moi, je le ferais avec toi, en tout cas. Ah ouais, bah moi aussi. Ah bah t'imagines avec Hughes, là. Ouh. Je sais même pas s'il l'a vu, cette andouille. Donc, tu as spoilé tout le film, là, maintenant. Ouais, là, je vais spoiler, là, il avait qu'à être avec nous. Ok, bah écoute, moi, je vais rester dans le super-héros avec mon dernier film. Je sais pas si tu l'as vu non plus. En tout Ouais. cas, si tu l'as pas vu, moi, j'ai vraiment kiffé ce film, déjà parce que j'ai rigolé, il y Ouais. avait de la bonne action, et que c'était vachement plus que le premier. Ouais. Ça, c'est rare. The Suicide Squad, Non, de James Gunn, non, je l'ai pas vu. avec Margot J'ai- Robbie, John Cena, Idris Elba, et c'est sorti en juillet, lui aussi. Et c'était trop bien. C'était trop bien ce film parce que déjà c'est plus David Ayer, donc forcément c'est bien. Parce que David Ayer. Est-ce qu'ils ont c'est très bien. rebooté l'histoire? Non, ils ont pas rebooté. Ils ont pris quelques nouveaux personnages, mais c'est pas une suite non plus. C'est pas. Ça à part. C'est à part. Il y a les mêmes personnages parfois. C'est-à-dire qu'on retrouve Harley Quinn. Ouais. C'est toujours Margot Robbie qui joue Harley Quinn. Donc c'est pas un reboot. Ouais. Parce qu'elle est toujours là. Mais en même temps, c'est pas vraiment une suite parce que finalement, on se sert pas de ce qui s'est passé dans le premier. En tout cas, c'est bien fait. Donc celui-là, j'en ai pas parlé non plus dans le podcast. Donc je suis content d'en parler tout de suite. Et je le défends vraiment parce que je pense qu'en fait, il a eu une mauvaise presse à cause du premier. Ouais. Et le premier, il y a beaucoup de gens qui sont allés le voir. En une semaine, il y avait 2 millions de personnes qui l'avaient vu le premier. Là, il y en a 250 000. C'est pas énorme. Pas beaucoup. Bon, après, il y a le Covid, il y a le pass sanitaire qui était arrivé en juillet Ouais. quand il est sorti. Donc j'imagine que ça a freiné le film. Mais je pense quand même qu'il avait mauvaise presse à cause du premier. Et pourtant, il a rien à voir. Déjà, ça commence méga fort. Je vais pas dire pourquoi, mais ça commence méga fort. C'est-à-dire que dès le départ, dès la première scène, il tape, mais c'est violent. Mhm. C'est bien monté. Il y a des idées de mise en scène qui sont hyper intéressantes. C'est loufoque, il y a de l'action. Mais je saurais pas dire. En fait, vraiment, le film est hyper intéressant. Il y a tout ce que j'attendais de The Suicide Squad. Mhm. De la Suicide Squad.
c'est une vieille licence, hein, Suicide Squad. Ouais, c'est c'est ça. les années 50, hein, C'est les ça. premiers. Mm. Bah là, on retrouve le Suicide Squad des années 80, en gros. Ok. Sauf qu'ils ont rajouté Harley Quinn, qui elle vient des années 90. Du Faut le dessin dire, animé. voilà, c'est du dessin animé. Et ça fonctionne, c'est plus du tout le même film. C'est pas Will Smith qui fait du Will Smith. Déjà, il est plus là. Donc ils ont pris Idris Elba qui fait à peu près le même rôle, mais qui est vachement plus charismatique Ouais, et qui est badass, quoi. beaucoup plus badass. John Cena dedans, il est incroyable parce qu'il arrive à être cynique tout en étant méga drôle. Mais franchement, c'est trop cool de le voir dedans. Il est ridicule. Et tu sais que C'est ce génial. mec-là, je le suivais, mais comme un malade quand il était encore catcheur. Catcheur, ouais. J'étais fan de lui. Mais là, vraiment, Avec dans son ce film, il You est cool. Can't Hein. See Me, tu vois. Il et est tout ça. génial. Ouais, Bah, ouais. franchement, quitte à choisir un catcheur, je prends pas The Rock, hein. Je prends John Cena. Batista. Ouais, mais là, vraiment, il me fait rire. Hein. Franchement, je te jure, dans ce film, il est exceptionnel. Il y a des scènes, mais c'est absurde. Mais dans le bon sens du terme. Tu vois, quand tu vas voir un film, qui se passe toute une scène où ils font vraiment un carnage, et que tu te rends compte finalement qu'ils auraient pas dû le faire, et que ils ont fait ça, mais ça a servi à rien de le faire. C'est absurde, mais ça marche trop bien parce que c'est bien filmé, parce que c'est drôle, parce que ça correspond à l'équipe de la Suicide Squad qu'on a dans les comics, et nous, Ouais. c'est ce qu'on lit en fait à la base. Exactement. Et ben j'aimerais que tous les films de super-héros ils soient comme celui-ci, tu vois. C'est-à-dire que là, vraiment, il y a l'ADN de The Suicide Squad, enfin de l'équipe dedans. Et puis de toute façon, déjà, rien que de voir King Shark joué par Stallone, et on sait pas que c'est Stallone, c'est génial. Ouais, c'est sûr. C'est trop bien. J'imagine, ouais, ça doit être incroyable. Ah, c'est incroyable. Mais il y a des scènes dans la forêt, et ces scènes-là, t'as l'impression d'être dans Predator, genre, tu vois. Et ça marche. Référence super au film bien. des années 80. Mais ouais, mais ils font pas trop de fanservice, justement. Ouais. Ils font pas trop de références, de ce genre de choses. Là, quand je dis ça, c'est parce que dans l'ambiance, ça ressemble un peu à ça, tu vois. Mhm. Et ça fonctionne. Enfin, je sais pas, James Gunn, quoi. Déjà, sur l'affiche, James Gunn, il avait noté, enfin, sur l'affiche, c'est pas James Gunn qui l'a noté, mais sur l'affiche, il y avait écrit par le réalisateur d'un film de la concurrence. C'est génial. Ouais, c'est super. C'est vrai que c'est très bien fait, quoi. C'est trop cool. C'est Rien trop que ça, stylé, ça ouais. te donne Ouais, le ton ouais, bah du oui, film. bien sûr, bien sûr. Donc The Suicide Squad, où il n'y a pas de synopsis, ça sert à rien de le donner, parce que de toute façon, enfin, il y a de tout dedans. Il y a un kaiju énorme. Mhm. Tu connais Starro? Ouais. Voilà. Bah, Starro, il est dedans. Rien que ça, de prendre Starro, qui prend Starro? Personne. Qui connaît Starro à part les gens qui sont fans Ouais, de de comics? Et bah là, il est dans exactement. le film et ça marche trop bien. Ah ouais? Ah ouais, ça marche trop bien. C'est génial. Donc, The Suicide Squad, c'est mon troisième film. Alors, j'ai hésité à mettre d'autres films qui étaient vraiment cool. Il y avait Drunk. Je sais Ouais. pas si t'as vu Très Drunk. bon film. Il est Très, génial, très, très Drunk. bon film. J'aurais pu le mettre Ouais. dedans. L'origine du monde, j'aurais pu parler d'un film français, Ouais. qui est hyper drôle aussi. Voilà, c'est vraiment deux films que j'ai adorés. C'est vrai que Et Drunk, j'y avais pas pensé, mais ouais, c'est vrai que Drunk, j'ai failli le mettre. Mais en fait, j'ai choisi des films qui correspondent plus aussi à mon univers. Ouais. Et mon univers, c'est l'ASF, le fantastique, et surtout les comics. Ouais. Donc c'est pour ça que j'ai préféré parler de cela. Matrix, qui a des comics qui sont incroyables, par exemple. Évidemment. C'est vrai que t'as tout relu, toi. C'était trop bien. Ah ouais? Franchement, c'est magnifique. Il y a à prendre et à jeter ou bien tout est à prendre? Tout est à prendre, mais il y a du bon et du moins bon. Ok. Mais tout est à prendre. Voilà, donc Matrix intégrale, pareil en comics, faut les lire. Et ben écoute, on a fini sur les tops de l'année. On va passer à la boîte de chocolat, donc ce qu'on attend. Maman disait toujours, la vie c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber. À la base, c'est ce que j'attends prochainement, mais là on va parler un peu de ce qu'on attend en 2022. Donc je sais pas s'il y a des choses toi que t'attends en comics, en ciné, bon en manga j'imagine beaucoup moins. Mais est-ce qu'il y a des films que t'attends par exemple en 2022? Alors, j'ai pas trop. Tu sais, moi, je suis quelqu'un de beaucoup plus spontané. Ouais. C'est-à-dire que je suis moins dans l'attente qu'un film sorte plutôt que ah ok, ce film-là est sorti, viens, on va le découvrir. Ouais. Tu vois, je suis plus comme ça. C'est plus mon style. Même chose par rapport aux comics. Après, bon, bien entendu, j'ai certains titres que j'aimerais bien pouvoir récupérer. Bah là, je sais que par exemple, tu t'étais déjà lancé sur Batman Reptilian. Ouais. Et j'attends l'édition reliée pour pouvoir pleinement profiter de ça, tu vois. Ah bah ouais, bah surtout que là c'est vraiment Bill Sienkiewicz, Ouais, bah mais ouais. il n'est pas tout le temps en fait, il est au n'est pas- début. Ouais. Ouais, il est vraiment qu'au début. Après c'est plus lui, mais ça reste dans le même jus. Ouais. J'ai envie de dire, et c'est hyper cool à voir. Donc Batman et Reptilian, ouais. J'espère qu'ils vont nous faire une édition cette année en tout cas. Ouais, C'est c'est bien. pas mal. Ouais, c'est super cool. Là, je suis en train de finir Batman 89. Bon, T'avais été un peu déçu, ouais. j'étais un peu déçu.
tu J'étais un disais peu ça. déçu. Mais je me suis dit, écoute, Sur la continuité finalement. oui et non. Oui, dans le sens où, bien entendu, tu reconnais Michael Keaton en tant que Batman. Ouais. T'as pas mal d'éléments qui, des deux premiers films qui reviennent, notamment les origines de Double Face. Comment on Michael appelle, Keaton qu'on Pile ou devrait Face ou revoir Double Face en dans... français, Two-Face. Bah oui, Ouais, si, c'est pile ou face, ouais. Ouais. Double face. Double Face. Qu'on va revoir dans le Flash. Absolument. Flashpoint. Ça, c'est cool. Absolument. Mais bon, je sais pas si c'est la nostalgie qui parle, mais moi je trouve que c'est un très bon Batman. Ouais, Un très moi bon aussi. Bruce Wayne. Ouais. Très Surtout très bon un Bruce très bon Wayne. Bruce Wayne. Mais tu vois, il y a un truc aussi, je trouve que les sourcils de Michael Keaton, on en a déjà parlé, reflètent vraiment le masque de Batman, Ouais, le regard de ouais. Batman, tu Un peu vois. pointu, ouais. Et ça, je trouve que ça fait tout le charme du personnage, tu vois. Ah, c'est vrai. Moi, il y en a un que je trouve qui a été... alors, encore une fois, on digresse, hein, quand on est ensemble, on n'arrête pas. Mais je trouve que Val Kilmer est sous-estimé. Mais on en Il est avait très- parlé, ouais, j'en avais ouais, parlé on en pendant avait parlé. l'épisode de Batman. Il est sous-estimé. Il est sous-estimé. Le Il film a- était nul, mais pas lui. Ouais, pas lui, et c'est parce qu'il a été mal géré par, Ouais, je pense par aussi. Schumacher. Même Nicole Kidman est magnifique dans ce film. J'ai vraiment oublié plus Nicole Kidman que Val Kilmer, qui finalement, j'ai vraiment l'image de lui. Nicole Kidman, pas trop. Bon, Je l'ai pas retenu. Elle m'a pas marqué dans ce film. Je la retiens plus dans Eyes Wide Shut. Eyes Wide Shut. C'est celui que je cherchais. On connaît, t'inquiète. Mais ouais, franchement, t'as Batman 89 dont j'attends voilà la conclusion. Ouais. T'as Robin et Batman que je t'ai Ah là 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 là. que je t'ai ramené. Bon voilà, c'est Lémire Nguyen. Nguyen qui est. Moi, tu sais, j'ai découvert cet artiste en 2005 avec As the Crow Flies, tu vois, Ouais. donc c'était vraiment à l'ancienne, Ah, tu c'est vois. fou, hein. Et que le mec il soit encore en train de dessiner aujourd'hui, ça fait plaisir. De tu vois. l'aquarelle. C'est ça. C'est magnifique. beau, c'est C'est beau. juste beau, ouais. Vraiment, c'est à chaque fois, c'est visuellement une vraie torgnole en pleine tronche. Mm. Ouais, je suis d'accord. Et toi, qu'est-ce que tu attends? Eh bah écoute, moi, Batman, le film Batman, évidemment. Ah oui, mais Bah ça oui, va- t'en as ça- même pas ça- parlé. Ça va sans se dire, mais ça va sans se dire. Hein, le Batinson. Exactement, on avait le Batfleck, on avait le Bat-Bale, On a le Batinson. Pattinson. Ouais, lui, j'ai hâte de le voir, même si je dois avouer que, comme beaucoup, je le vois mal en Bruce Wayne, mais bon, quand il a le costume, ça a l'air de bien marcher. Visuellement, j'ai l'impression que ça a l'air d'être vraiment pas mal. Ça reprend pas mal du jeu vidéo, j'ai l'impression. Et ça reprend pas mal aussi du costume de Sean Gordon Murphy, si t'as remarqué. Ah ouais? Ah ouais, Tu peut-être. sais, avec l'espèce de colle, ou je Ouais. sais pas comment t'appelles ça, qui ressort du costume. Ouais, je vois un Je peu, trouve ouais. que c'est un peu, Ah, peut-être, ça ouais. reflète un peu ça, tu vois. Bien darkos, bien sombre. Alors, j'ai vu les images du Sphinx. Ouais. Bon, il est un peu bizarre, ça ressemble pas au Sphinx Il qu'on ressemble connaît. un peu au Gimp dans Pulp Fiction. Bah, je trouve tu sais quoi, il me fait penser à Scarecrow, finalement. Un peu, ouais, c'est vrai. Plus qu'à... Bon, bref. Mais en tout cas, j'attends pas mal ce film. Ça, c'est... En ciné, c'est celui que j'attends, c'est sûr. Bah, toi, en plus, avec le côté horreur et tout ça, tu risques Ah d'être... bah là, ça va être trop bien. Il y a Avatar 2, il y a une date, il sort en décembre. Ok, Donc ça fait 12 ans qu'on attend quand même Avatar 2, donc il était temps. purée. Bah ouais, on Ok. l'attendait plus vraiment finalement celui-ci. Mais maintenant qu'il y a une date, bah ça va remis Ça relance l'intérêt. le truc, ouais, c'est ouais. clair. Encore une fois, James Cameron, ouais. Ah oui, c'est Ouais. lui, C'est son bébé, bébé. Je pense que je crois qu'il avait signé pour 5. Ah ouais. Et il a mis 12 ans à faire le deuxième. Alors j'espère qu'il va pas mettre 12 ans à faire le 3 quoi. Je crois qu'il a tourné les deux en même temps finalement. Quoi, le 2 et le 3? Et le 2 et le 3 ils sont tournés ensemble. Ok, donc il y a ouais, un an Voilà. d'écart. et puis- Ouais. En comics, bah il y a la suite de Scurry dont je parlais tout à l'heure. Mhm. La petite souris là. Ça vraiment c'est un truc Ah, j'ai et hâte de ça- voir. Ça t'a marqué, hein? Ah ouais, bah là, ça arrive en avril en plus, donc c'est pas tout de suite. Ouais. C'est tellement beau, j'ai vraiment hâte de le voir. Et surtout, un truc qui va te parler à toi, il y a le retour de John Romita Jr. Ah, bah oui! qui revient sur Amazing Ah, Spider-Man. bah oui, bah bien sûr. Ça faisait un moment ça- qu'il avait quitté le titre, ouais. Ah bah ouais, grave. Donc là, moi, je suis super content de revoir Romita sur l'araignée, parce que Bah, c'est ça, parce que c'est un peu la base, quoi. Bah ouais. C'est un peu la base. Franchement, Bah, de toute façon, c'est sur Spider-Man qu'il a fondé sa sa carrière. patte, hein. ouais, bah c'est clair. Au début, il dessinait un peu comme son père, et puis avec le temps, il a Ah mais c'est vraiment... sur Spider-Man où il a pris... Il est parti dans son... C'est là où il a créé son style. en Ouais, fait. c'est ça. Ouais. Parce que dans celui dont on parlait tout à l'heure, finalement, le Daredevil, Mhm. je trouve il a encore une patte très années 90, avec très lisse. Des couleurs, il n'y a pas de profondeur, je trouve, dans les couleurs. Ouais, mais c'est pas le coloriste. Non, c'est pas le coloriste, mais même dans les dessins, je trouve que c'est quand même très... J'ai pas envie de dire lisse, parce que c'est pas du tout le mot qui convient. Mais les détails sont pas les mêmes. Il n'y a pas les muscles, par exemple. Ouais. Alors que
à partir du moment où il fait Spider-Man, je sais pas par quoi il était inspiré, mais c'est plus du tout la même chose. Le corps, il le dessine pas de la même façon. Ouais, mais juste regarde-le comment Beaucoup plus arrondi, par exemple. Mais regarde comment il dessinait Spider-Man au début de sa carrière. Ouais, Ça n'a rien à voir. Il faisait Non, ça les a mêmes rien à dessins que son père, tu vois. Ouais, ouais. Et après, par la suite, il s'est... Vraiment, il s'est émancipé, fait la main dessus, ouais. Et là, son style, il est unique, en fait. Ah ouais, c'est clair. Il est vraiment unique. Il y a personne qui a un truc similaire à ça, tu vois. Non, bah, encore une fois, je trouve que McFarlane s'en rapproche un petit peu sur le Spider-Man, Ouais, mais McFarlane, mais il encore reste assez... plus, un peu déformé, quoi. Ouais. Bah, c'est ce que j'aime chez McFarlane aussi, mais il a un côté, alors je vais pas dire réaliste, parce que c'est pas réaliste du tout, John Romita Jr., mais dans les proportions, en tout cas, c'est plus commun. Quand McFarlane, ça, c'est vraiment Ouais. disloqué, quoi. Ouais, clairement. Et en manga, bah, il y a un manga Made in France que j'attends. Ça, Ok. c'est quand même assez rare. Alors, c'est pas vraiment Made in France, c'est franco-italien. Ça va, Ok, c'est les c'est copains de la botte. Particulier. Ça s'appelle Onera, l'enfant cauchemar, et ça devrait arriver en juin. Alors, le français, c'est Cab. Mhm. Et il s'est associé à Federica Di Meo, qui est donc italienne. Et en gros, c'est une histoire de cauchemar, forcément. Tu t'en doutes, c'est dans le titre. On a une église qui veut se battre contre les monstres des songes. Ok. Une chasseuse de cauchemars qu'on appelle le croque-mitaine, le nom ils sont pas allés chercher bien loin, et son enfant à elle, qui se retrouve au milieu avec un secret qui vaut mieux protéger face à l'acquisition. Voilà. Donc ça a l'air d'être complètement tordu, complètement fou, puis c'est français, enfin en partie. Je vais m'intéresser à ça pour le 2022, ce petit manga là qui m'a l'air tout à fait attrayant. Très bien. On passe au partage ? On partage tout ensemble. L'espace, le fil dentaire, même les capotes. Tu partages. Allez. T'as un truc ou pas ? Moi j'ai des trucs Ok. à partager. Donc c'est ta reco. Est-ce que t'as une reco, un livre que t'as lu, un artiste que t'as écouté, une chaîne YouTube que tu regardes en ce moment ? Un artiste que j'écoute en ce moment, c'est un groupe russe, enfin soviétique d'ailleurs, Étonnant. qui s'appelle Kino, Ah, je connais pas. dont le chanteur est mort en 1990, qui s'appelle Viktor Tsoi, donc coréen soviétique. Ah, ok. Et ce groupe est juste dingue. Ok, c'est quoi comme... C'est un peu de la... C'est un peu l'ancêtre de la Cold Wave. Ok. Ah, ouais, ouais. Et donc c'est du rock un peu dépressif, mais très beau aussi, et qui à l'époque parlait de sujets très controversés, notamment de la guerre en Afghanistan, etc. Ok. Dans un contexte où ils ne pouvaient pas s'exprimer comme ils le voulaient, à cause des autorités soviétiques, à cause de la censure, etc. Ok. Donc ce groupe-là, je le recommande. Quand on parle, j'ai l'impression d'entendre un mélange entre Joy Division et... comment ça s'appelle Il y a un peu de ça, il y a beaucoup d'inspiration de Joy Division. Ah, ouais, je pensais à un autre surtout, alors que tout le monde le connaît. Radiohead. Ouais. Ça me fait penser un peu à ça, non ? Il y a- Dans l'esprit, il y a des références, il y a- ouais. Dans l'esprit, c'est un peu ça, ouais. Ça peut se ranger dans... Ok. Donc, Donc, comment tu dis ? Le Kino. nom Kino, tout simplement. K-I-N-O. Kayeno. Ouais, Tout bêtement, quoi. tout bêtement. Ok. T'avais autre chose à nous partager ? Bouquin, qu'est-ce que j'ai lu récemment? Ouais, il y a un bouquin... Ratus. Quoi Ah, tu connais pas Ratus? Non, je connais Ah, pas. putain, ça tombe à l'eau. C'était les livres pour apprendre à lire à l'école en CP avec un rat vert. Et on n'a pas appris à lire de la même façon. Bah ouais, mais toi, t'étais au Liban. Ouais, bah, Ouais, forcément, t'avais pas c'est Ratus. différent. On n'avait pas d'électricité. Putain. Quoique, c'est pas forcément faux. Ah bah aujourd'hui, surtout, quoi. Des bouquins, j'en ai lu pas mal. Il y en a un que j'avais lu au tout début de l'année, Ouais. qui est le Club des Incorrigibles Optimistes. Ça me dit rien du tout. non Et plus. c'est un peu l'histoire du 5e arrondissement dans les années 60. Trop bien. C'est un roman, Ok, ouais. donc qui parle voilà d'un... Deux, tu sais qui c'est? C'est de Guénassia, j'ai oublié son prénom, le Club des Incorrigibles Optimistes. Regardez en direct, hein. Le club des incorrigibles. Hop, de Jean-Michel Guénassia. C'est ça. Ok. Très bon bouquin, c'est un peu, voilà, c'est vraiment l'histoire... Bon cours des lycéens. Et Très bon franchement, cours des lycéens. ouais, et très très bon. Ok. Très très bon bouquin. Il y en a un autre qui s'appelle Le Royaume de l'Insolence, qui parle de l'histoire de l'Afghanistan. Alors là, pour le coup, on n'est pas dans de la fiction, on est vraiment On est vraiment sur quelque chose de documenté. documenté, mais qui se lit comme une série, Ok. genre vraiment, Comment tu dis le royaume de l'insolence, de l'insolence? de Ah Michael oui. Barry. 1504 à 2011. Passionnant, vraiment incroyable. Bien entendu, j'ai relu ce bouquin dans le contexte de l'Afghanistan actuel. Oui, mais pas facile. Pas facile. Ah,
Et pour rentrer dans un truc un peu plus SF, la trilogie de l'amiral Throne de Star Wars. Ah ouais. Ouais, à lire. C'est la suite originale en fait de la trilogie de En roman. base, en roman. Ok, ouais. Et À pas confondre, hein, parce que comme il y a les comics aussi. ouais. Alors les comics aussi d'ailleurs, il y a dans Star Wars, il y a Dark Empire qui n'est plus en publication en ce moment parce que Ouais. c'était à l'époque où Star Wars était encore sous la licence Dark Horse. Ouais. Donc maintenant ils ont switché à Marvel, donc Marvel, on attend ouais. encore que Marvel réédite ces histoires-là. Je sais même pas s'ils ont les droits, hein. Je suis pas sûr. Je pense pas non plus. À voir. Et tu sais quoi, je vais même te dire, je crois que il y a encore des choses qui sortent sous Dark Horse. Old Republic, je pense que ça sort encore sous Dark Horse. Je pense, hein. Ouais. Donc, Il me semble. Mais en tout cas, voilà, pour Star Wars, pour les romans, la trilogie Throne et la trilogie de Dark Empire pour les comics. Voilà. à lire absolument À lire quand on aime absolument. les sabres laser. C'est ça. Et si on a un minimum de respect pour la trilogie originale. Ouais, bah oui, pas comme les derniers films. Mais ça, c'est une autre histoire. Parce que c'est les comics et les romans prédatent les préquels. Ah ouais, bah oui. Donc voilà. C'était vraiment une aberration. Surtout c'est le quoi, c'est le 9 là avec Palpatine. Je sais même pas pourquoi Non, il est mais- encore là, quoi. Bref, Sans commentaire. sans commentaire. Eh bah écoute, moi je vais partager, forcément la chaîne de Hughes. Ah bah, Hein, toujours. parce que bon, voilà, on l'a déjà partagé ici, mais on continue à parler du copain. Ah, bah, écoute, c'est la il faut- famille. Il nous c'est manque ça. le bougre. Donc l'actu du jeu vidéo tous les matins sur Twitch. Pareil pour Madame Géa. Géa, tu connais pas? Géades. Donc pareil sur Twitch, c'est une copine de notre ami Hughes avant qu'ils se retrouvent tous les deux sur Twitch. D'accord. Ils se connaissaient parce que elle travaillait sur Paris Manga à l'époque. Ok. Et donc aujourd'hui, elle a une chaîne où elle fait les news geeks pop culture tous les Ah, c'est matins sympa. aussi. Donc super cool, bonne ambiance. Moi j'adore Dragono Rosso comme elle se fait appeler le dragon rouge. Alright. Vraiment à voir, c'est vraiment des super chaînes. Dirty Barbouze aussi sur Twitch également. Alors lui, il a une collection de figurines, mon pote. T'es Ah ouais pas prêt? Ah non, mais Le truc moi je hallucinant, le ouais. jalouse, vraiment très très fort. Et à la base, je m'étais intéressé à sa chaîne parce qu'il faisait du rétro gaming aussi et qu'il jouait à des jeux auxquels je jouais quand j'étais gosse. Ouais. Aujourd'hui, il en fait un petit peu moins, mais la figurine, par contre, il présente des figurines toujours. Ah, c'est bien. Ça, c'est vraiment, C'est un concept assez intéressant. Très j'aime très bien. cool. Ah ouais, franchement. Puis il a des trucs. Bon, il jalouse une des miennes parce que j'ai un Smooth Criminal, Ouais. Michael Jackson de Bandai. Ouais. Il a envie de me le piquer, mais tu ne l'auras pas. Dirty Barbouze, c'est le mien. Oui, je reviens encore un petit coup parce que j'ai pas dit, mais en fait évidemment toutes leurs chaînes à Hughes avec plein de U, Géades et Dirty Barbouze, évidemment les liens sont en description. Donc vous pouvez aller voir la description de ce podcast. Et voilà, amusez-vous sur Twitch à aller voir ces gens incroyables. On les aime, ils sont beaux. Bisous bisous. Tu sais, en parlant de figurines, j'y pensais l'autre jour, et en fait, c'est vrai qu'on avait énormément de jouets trop stylés dans les années 90. Putain, j'ai tout refilé à mon petit frère, je suis Bah, les acheter. Quoi. pareil. J'avais J'ai un tout filé, Venom bien sûr. énorme. Il était monstrueux avec une langue Ouais. qui sortait, des muscles saillants et tout. Mais vraiment, c'était un gros jouet, quoi. Ouais, ouais. Et je l'ai filé à mon petit frère, je pense qu'il l'a dû le tège, quoi. Putain, je suis Mais dégoûté. aujourd'hui, tu regrettes, tu vois. Bah, bien sûr. Bah, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un recensement de toutes les figurines que j'avais. Ah ouais. Et j'étais là, ok, maintenant je sais ce que j'avais, maintenant j'ai tout Je sais ce que j'ai répertorié. perdu. Je sais ce que j'ai perdu, mais je sais aussi ce que j'ai à retrouver. Ah ouais, bah ouais, grave. Donc voilà. Ah, tu veux retrouver tes jouets d'enfance? J'aimerais bien, Ah ouais. franchement. Pourquoi pas? Tu dois y avoir des trucs qui doivent coûter une blinde, je pense. Ben, les trucs qui coûtaient le plus cher, Dieu merci, je les ai gardés. Donc j'avais la Batmobile de Batman Forever, Ah ouais, j'avais le Batplane de Batman Forever, et ces deux trucs-là, je les ai gardés. ça c'est beau. Ouais. J'ai vraiment rien gardé. J'avais un peu de tout. J'avais des Power Rangers, j'avais des Tortues Ninja, mais laisse tomber, Tortues Ouais, Ninja, j'en t'avais avais tout. plein. Spider-Man, j'en avais. Bon, aussi. Et vraiment, mon jouet préféré, Batman, c'était ce j'en avais Venom, pas. là. Batman, j'en avais un petit peu. J'avais la Batmobile avec les ailes. Ah ouais, là, celle où Évidemment. tu tires le truc par derrière et C'était t'as les... trop Ah bien. bah ouais, ouais. Elle était géniale. Mais ouais, après, j'ai perdu pas mal de choses. Et même des Lego, j'en avais quelques-uns. Ah ouais Et... ouais. Et aujourd'hui, je rachète plein de jouets, mais bon, moi, j'en prends beaucoup plus soin qu'avant et je vais pas les refiler à mon petit frère. Ah bah. Même si aujourd'hui, je pense qu'il en aurait rien à foutre et que il en prendrait quand même plus soin qu'à l'époque. Mais bon. Eh bah écoute, on est plutôt pas mal, mon petit Carlo. Ouais, j'imagine, ouais. Je pense que là, on va pouvoir dire au revoir à nos auditeurs. Et ben, j'espère qu'ils ont apprécié. Un petit mot de la fin, ouais.
Bah franchement, bonne année 2022 à vous tous. Putain, Carlo, on s'est même pas dit bonne année. Bah bonne année, Putain, bonne année. bonne année. Et je suis vulgaire, je dis putain plein de fois. Eh bah écoute, Oh on là, pardonnera, merde, bonne j'espère. année. Bonne année. On s'est même pas eu pour se le dire, je crois. Eh On ben, s'est pas vu depuis le début de l'année. Bah depuis Spider-Man. Ah si, on s'était revus chez moi. Non, on s'est Non. vu pour Non, Spider-Man, c'était Spider-Man, après. ouais, c'est vrai, c'est vrai. Oh là 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 là, qu'est-ce qu'on est long. Bah écoute, bonne année, Bah bonne année. plein de bonnes lectures, Yes. plein de bons films. Ouais. On va souhaiter la même chose à nos auditeurs, plein de bonnes lectures et plein de bons films. Et de découverte aussi, parce que moi j'ai envie de me lancer un peu dans le manga. Ça m'a donné Ah, ça fait plaisir Voilà. à entendre ça. Donc voilà. Super, et bah écoutez, on se dit à très bientôt les geeks et les petites geekettes. Vous pouvez retrouver le podcast sur Spotify, sur YouTube, sur Apple Podcast. D'ailleurs sur Spotify, maintenant on peut mettre des petites étoiles. Avant Ah on ouais. pouvait pas le faire. Stylé. Donc bah faut pas mettre en dessous de 5 étoiles, sinon c'est pas sympa. Donc on met 5 étoiles s'il vous plaît. Apple Podcast pareil. Hein. On se retrouve pour de prochaines lectures, de prochains visionnages très très vite. Et je vous fais de gros bisous à toutes et à tous. Allez, Ciao ciao. Cheers. Hasta la vista, baby. Eh ben chambé. On est pas mal. Bien joué monsieur. Bien joué jeune homme. Ce fut un bon travail. Écoute, je pense qu'on a T'en as pour combien de... 2 heures. 2 heures. 1h58. Ah ouais. Ah beau ouais. gosse. Ouais. Donc, j'espère que ça va pas être trop dur à monter, parce que vu que tu sais, la petite résonance là. Bah si, ça a été dur à monter. Hein, maintenant que tu l'as monté, tu te rends compte que ça a été dur à monter. Le son était dégueulasse, c'était super compliqué. Heureusement que c'était cool d'être avec mon Carlo, parce que sinon, j'aurais cassé un truc. Bisous bisous.